Depuis des décennies, le sujet OVNI fascine, dérange, divise. On en parle à demi-mot dans l'ombre des institutions, dans les marges de la science et des médias. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Les masques tombent. Les gouvernements commencent à admettre ce qu'ils niaient hier encore, et la divulgation s'installe peu à peu dans le débat public. Alors que le monde traverse des bouleversements géopolitiques majeurs, une autre scène se dessine, celle d'une possible rencontre avec une réalité qui nous dépasse. Derrière les apparitions et les témoignages, c'est une question fondamentale qui se pose. Sommes-nous à l'aube d'un basculement historique pour l'humanité ? Pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir à nouveau sur notre antenne une voix singulière, un explorateur des dimensions invisibles, un chercheur de vérité qui ne craint pas d'aborder les sujets les plus dérangeants. Avec lui, nous allons plonger au cœur du phénomène, décrypter les enjeux cachés de cette divulgation et explorer ce que cela signifie politiquement, spirituellement et humainement pour notre futur commun. Mark Auburn, bonjour. Merci d'être parmi nous pour cette seconde émission sur notre antenne. Bonjour Rudy, bonjour Jérémia. Et oui, effectivement, nouvelle saison, nouveau départ. Et bien sûr, sans lot de surprise, vous le connaissez peut-être déjà pour ses travaux sur la fraude du non légal, un domaine dans lequel il a été l'un des pionniers en France. Analyste affûté, il observe, décortique et dissèque l'information en la passant à travers différents prismes. C'est donc avec un immense plaisir que je vous annonce son retour parmi nous. Il viendra d'ailleurs à l'occasion co-animer certaines émissions au fil de cette année. Jérémia, bonjour et bienvenue. Bonsoir, bonjour. Et je vous remercie tous les deux. Je suis très heureux et impatient du coup de pouvoir questionner Marc. Alors Marc, des questions, tu t'en doutes, nous on en a une avalanche pour toi, surtout après notre dernière rencontre qui a frôlé les 300 000 vues et suscité des centaines de réactions. Tu sais que j'ai pas toutes les réponses, hein. Ah bah on verra bien. On va en tout cas tenter d'être exhaustif et de relayer au mieux toutes les interrogations du public. Mais avant tout, j'aimerais qu'on se concentre sur une date qui revient sans cesse, 2027. Pour certains, c'est l'annonce d'un tournant politique majeur, pour d'autres le signe d'un changement de paradigme radical. Beaucoup perçoivent cette année comme un véritable virage à 180 degrés, notamment en raison des élections présidentielles. Alors voici ma question. Si la réalité exogène est bel et bien prédominante, si les extraterrestres influencent réellement nos sociétés, si toutes ces histoires d'ingérence, d'abduction et de rétro-ingénierie sont fondées, n'avons-nous pas, en réalité, l'impérieuse nécessité d'inclure ces phénomènes au cœur même du débat politique, dans une profession de foi ou dans un programme ? Car si tout cela est vrai, ne s'agit-il pas de la cause des causes ? Alors d'abord sur les dates magiques, tu parles de 2027 et on a vu ne serait-ce qu'au cours des 20 dernières années une série de dates supposément liées à la révélation. Les choses vont arriver depuis 20 ou 25 ans et bien avant de ça, il y a des choses qui ont circulé avec des dates prévisionnelles, des prophéties sur des choses, des tournants, des choses comme ça. Et si on observe les faits, l'histoire, on se rend compte que rien ne s'est produit comme ça avait été annoncé. Ça, c'est un fait. C'est très pragmatique, hein. Il suffit de regarder l'histoire. Sur le côté, l'influence qu'il y a ça sur les sociétés, je pense que c'est une macro-influence. C'est une influence générale, mais qui est également crypto, c'est-à-dire qu'elle est cachée. Elle n'est pas au niveau des détails, hein. Ils vont pas intervenir. S'il y a des gestionnaires, je pense qu'il y a des gestionnaires à cette planète. Et je reviendrai là-dessus. Je pense pas que cette planète soit particulièrement importante. Je pense pas que ils se mêlent de nos petites histoires politiques. Tu vois, par exemple, il y a des élections en 2027 en France, mais dans le reste du monde, il se passe d'autres choses qui sont pour les habitants des différents pays aussi importantes et peut-être plus importantes que nos petites affaires. Est-ce que nous, on ne devrait pas s'en mêler ? C'est un petit peu ça le sens de ma question. De quelle façon ? C'est-à-dire d'annoncer publiquement que c'est un sujet fondamental et donc de l'exposer dans un programme politique, c'est ça que tu veux dire ? Toutes les causes législatives, j'ai envie de dire matérielles, sociales, financières, tout ça, c'est presque accessoire finalement s'il y a une réalité exogène, s'il y a une ingérence qui opère depuis des siècles, voire depuis des millénaires, et s'ils sont à l'origine des grands bouleversements qu'on peut connaître. Oui, bien sûr. Simplement, visiblement, il y a une espèce de collusion entre les gestionnaires de la planète et les responsables humains terrestres pour que ça reste sous silence. Si aujourd'hui tu annonces que tu vas, par exemple, créer un parti politique avec comme thématique de base ce genre de choses, tu as des chances de faire moins de 0,1% des voix et puis de te faire vilipender de partout. Parce que c'est organisé comme ça. Et les temps n'ont pas vraiment changé depuis 50 ou 70 ans. Même si c'est de fait une des choses peut-être les plus importantes qui remet tout en contexte. Aussi bien la politique que l'économie, que la géopolitique, que les guerres, que la médecine, que toute la science est complètement bousculée par cette réalité-là. De notre point de vue, effectivement, c'est plus important que tout. C'est pas plus important que tout pour 99% de la population terrestre.
Jérémia, toi qui traitais de la fraude du non légal, toi qui es un des précurseurs de ce sujet-là, tu avais mis en exergue le fait que ça soit la cause des causes. À quoi ça te fait penser tout ça? Moi, ce que ça m'évoque, et Marc en parle beaucoup, c'est les parasites. Alors, je sais que c'est un peu transversal, mais on a l'impression que ce vampirisme, il est sur différents plans. Alors, aussi bien les plans que toi, tu vas voir, mais pour le plan physique, même dans l'organisation de nos sociétés. On a l'impression que ce parasitisme, il est omniprésent. Est-ce qu'il y a des endroits, il y a des dimensions où ce parasitisme n'a pas lieu? Oui, tout à fait. Alors j'en parle dans mon dernier livre Ouragan, qui est essentiellement axé là-dessus, qui parle de ce phénomène-là avec des exemples très très précis, vécus. On est dans un monde, dans un système, je parle du monde physique qu'on connaît actuellement, on est dans un monde où il y a de la prédation, dont des proies et des prédateurs. Dans cet univers-là, il y a toujours du mensonge et de la manipulation. Ça, c'est invariable. On est dans une civilisation également où les proies et les prédateurs se mélangent, c'est-à-dire que les humains sont proies et prédateurs entre eux. Ce qui n'est pas toujours le cas dans le règne animal, mais ce qui arrive parfois. Donc on est très ordinaire par rapport à ce qui se passe dans le vivant sur cette planète. Il existe d'autres mondes, au-delà de ce que j'appelle le marécage. Et je définis le marécage comme étant des strates de réalité. Alors c'est pas des strates géologiques, c'est des strates vibratoires, mais ça, on peut les modéliser quand même comme des strates géologiques si ça nous amuse. Au-delà de ces strates-là, je pense qu'il y en a quelque chose comme entre 5 et 12 univers semblables à celui-ci où il y a de la prédation. Au-delà de ces strates-là, il n'y a plus de prédation. Il n'y a plus de proie, il n'y a plus de prédateurs, il n'y a plus non plus de manipulation et de mensonges. C'est vraiment limité à l'univers, enfin aux univers dans lesquels vous et nous, enfin tous ensemble, on est en ce moment. Donc c'est tout simplement, ça n'a jamais existé dans ces mondes entre guillemets supérieurs. Ça n'existera jamais. Ça n'existe que quand il faut se battre pour faire survivre son corps biologique, par exemple. Ma définition du marécage, parce que c'est mon vocabulaire, hein, j'essaie de le définir de manière précise, ce sont les mondes dans lesquels il y a de la matière, ce qu'on appelle la matière énergétique, mais également le besoin de se nourrir, d'entretenir son corps biologique. Dans les mondes supérieurs, on n'a pas besoin de nourrir son corps. On n'a pas besoin de manger, ce genre de choses. Dans les mondes physico-énergétiques, on a des entités biologiques. En fait, notre corps est une entité physico-énergétique. C'est-à-dire qu'on est aussi composé de matière énergétique. Et les prédateurs énergétiques nous ont mis en culture depuis toujours, hein, comme ils mettent en culture d'autres animaux, parce que l'être humain est une sorte d'animal terrestre. C'est rien d'autre que ça. En fait, c'est un écosystème global dans lequel il y a des prédateurs et des proies, et on pensait être le prédateur ultime, mais c'est pas le cas du point de vue énergétique. On est des proies, principalement. Alors, on vous invite à venir nous rejoindre en tant que co-créateur sur la chaîne YouTube pour participer aux émissions en amont. On avait une question d'un des plus fidèles d'entre eux depuis le début, Cédric Smash. Un grand bonjour à toi et encore merci pour ta présence depuis nos départs. Il a une question pour toi, Marc. Il nous demande, selon toi, la divulgation des ovnis en Occident, est-ce avant tout une manœuvre militaire dirigée contre la Chine et la Russie ou bien un véritable effort de transparence envers les citoyens? Cela prépare-t-il l'arrivée de nouvelles technologies en propulsion, en énergie, qui bouleverseraient totalement l'équilibre mondial? Alors, vous avez vu une révélation, vous? Enfin, une révélation en dehors des gens qui sont déjà au courant. C'est sûr que l'antigravité, ils l'ont depuis un bail et on en a toujours Oui, non, pas mais entendu je parle parler. de la révélation de la présence extraterrestre, ce genre de choses, dont on parle depuis des années et des années. Vous avez vu quelque chose de nouveau? En France, non, mais au Congrès américain, oui. Il faut interroger les Américains. Hein. Moi, j'ai passé 2 mois aux États-Unis l'année dernière. C'est pas du tout leur préoccupation. L'individu terrestre moyen, il se fiche comme de l'an 40 de cette histoire-là. Il dort complètement par rapport à ce sujet-là. C'est parce qu'il y a des gens comme vous vous intéressez au sujet, vous avez compris que c'était un sujet non pas essentiel, mais capital. Mais la plupart des gens pensent que tout ça, c'est du bullshit, on sait même pas si c'est vrai, si les images sont truquées, si les témoins sont manipulés, ou s'ils ont rêvé, ou s'ils sont des psychopathes. Interrogez les gens autour de vous, pris au hasard, vous allez voir que 95% des gens pensent que c'est pas vraiment pas important, que c'est probablement de la fumée. C'est inexistant. À commencer par les scientifiques qui vous disent que c'est tout simplement pas possible. Les scientifiques vous disent que, alors c'est vous savez, c'est le paradoxe de Fermi, qui vous disent que de toute façon, s'il y a des civilisations avancées, normalement, elles devraient être là et on devrait les voir, sauf qu'on les voit. Mais ils vous disent également que, étant donné qu'on peut pas dépasser la vitesse de la lumière, que de toute façon, même s'il y a du monde, on le saura jamais. Oui.
Donc la plupart des gens sont totalement inconscients de ce phénomène-là, et même des gens intelligents vous balayent rapidement d'un geste et s'éloignent de vous quand vous commencez à lui dire il y a des extraterrestres. Vous passez pour un débile. Récemment, on a eu la chance d'assister aux Rencontres Galactiques, un événement qui a réuni des intervenants fascinants comme Tony Rodriguez, Dan Willis, Michael Salla ou encore Elena Danaan. Et il se trouve qu'avec Elena, vous partagez tous les deux un point commun assez singulier, celui de porter un implant d'origine extraterrestre. Elena a expliqué que le sien, lui, avait été placé par des grilles lors d'une abduction, mais qu'il avait ensuite été reconfiguré par des membres de la Confédération afin de lui permettre une communication directe. Alors Marc, toi, qu'en est-il du tien? Ton implant est-il de la même nature? D'abord, je connais pas, je suis pas un spécialiste en implants, je connais les miens. Je sais quand ils ont été posés, comment ils ont été posés. Et là-dessus, tu permettras d'être assez discret parce que c'est assez privé là-dessus. Mais néanmoins, je peux pas parler pour les autres. Je peux pas parler je suis pas un expert en implants. Je sais, moi, qu'à l'âge de 25 ans, ça a été opéré sur moi et ce sont ce qu'on appelle les grilles qui ont posé ça. Mais ils ont agi sur ordre. C'est-à-dire, ils étaient dirigés par des gens qu'on peut appeler les blonds, schématiquement. Moi, je les ai pas vus en conflit du tout. Une fois que j'ai subi cette opération et tous les réglages qui allaient avec, ça dure un bon moment, j'étais amené à ces gens-là. Selon toi, les blonds ne sont pas en conflit avec les gris? Alors moi, de ce que je connais, mais je prétends pas tout connaître, de ce que j'ai vécu, de ce que je comprends, non. Enfin, ça dépend de qui on parle aussi, parce que moi, je connais... Qu'est-ce qu'on appelle les gris? Si on appelle les gris les gens qui viennent de Zeta Reticuli, qui sont les gens qui sont crachés à Roswell, ce sont pas des gens agressifs du tout. J'ai plein d'exemples, mais directs, qui montrent que ce sont des gens qui, ne font pas la guerre depuis un demi-million d'années et qui sont pas du tout agressifs. Alors, ils font des études, ils font des sondages, ils font des vérifications, comme tu veux, mais ils sont pas en guerre avec les blonds, les nordiques. Ils ont une différence technologique et évolutionnaire, on va dire, ils sont à des années-lumière devant les gens d'État réticuli. Est-ce qu'ils sont de connivence avec les gris? Mais oui, ils collaborent. Oui, okay. Ils font partie de ce que j'appelle les gestionnaires. Maintenant, il y a tout un tas d'espèces de nordiques. Il y a tout un tas d'espèces de gris. C'est comme si tu me disais, des espèces de lézards ou des espèces de serpents, ou même des humains terrestres. Regarde les humains terrestres qu'il y a sur la planète. Tu prends un type d'Afrique qui est un pygmée et un type de 2 mètres de haut, blond, des pays nordiques, tu dis c'est la même espèce humaine. Et c'est la même espèce humaine, mais ils ont un physique complètement différent. Donc déjà, il faut comprendre qu'il y a une extrême diversité sur notre planète. Il y a une encore plus grande diversité, mais c'est sans commune mesure, dans le cosmos, parce que les planètes grouillent de vie, il y en a partout. On pourra revenir sur le sujet. Et donc, faire un espèce de bestiaire, entre guillemets, de donner des catégories très, très, très précises, basées sur nos tris. C'est-à-dire, un jour, on a voulu classifier les espèces, on est obligé de prendre des choses assez arbitraires en disant qu'est-ce qu'on appelle les batraciens, qu'est-ce qu'on appelle les poissons, etc. Tu vois. Donc, des blonds, il y en a des kilomètres cubes, enfin, il y en a tout un tas. Je suis incapable de les chiffrer. Je sais pas combien il y en a. Je sais qu'il y en a de tout un tas de sortes différents. Je sais qu'il y a des grilles de tout un tas de sortes différents. Moi, je connais les gens des Zeta Reticuli. Je connais que ceux-là. Ton implant, Marc, du coup... J'ai jamais dit que j'en avais qu'un seul. Ok, donc tes implants, enfin les implants en général, le tien en particulier, est-ce qu'il est physique, est-ce qu'il est éthérique, est-ce qu'on peut le scanner? Oui, il a été détecté par l'équipe du Dr Lair aux États-Unis. Ils m'ont examiné, ils ont trouvé effectivement les trucs. Est-ce qu'il te permet d'avoir certaines capacités extrasensorielles plus développées? Je me le demande. Question intéressante. Oui. En tout cas, il est possible que certains implants fassent ça. On a aussi entendu dire que les implants servaient parfois à nous espionner et à étudier les comportements humains. Évidemment. Est-ce qu'il faut les retirer alors? Alors, moi j'ai rencontré pas mal de gens aux États-Unis qui disaient porter des implants et qui manifestement en portaient. Le schéma général, c'est que non, il faut pas les enlever. Parce que souvent, ça va corriger des défauts physiques. Même des handicaps de naissance. Je me souviens d'une dame qui était la première à nous dire ce genre de choses, en disant elle était née sourde de l'oreille gauche et quand elle a été enlevée, je sais pas quel âge, ils lui ont posé un implant dans le cou, c'était pas dans l'oreille, et dans son oreille, elle se mettait à entendre certaines fréquences. Donc elle voulait surtout pas qu'on lui enlève son implant. Et je connais d'autres cas comme ça. Donc il vaut mieux éviter d'enlever les implants parce qu'en général, ils sont plutôt bénéfiques pour le porteur. Si on souhaite malgré tout s'en débarrasser, comment on fait? Tu prends un cutter ou tu prends un chirurgien.
Le docteur Lair a opéré 10 à 15 personnes comme ça et enlevé des implants. Il y a un excellent bouquin qui s'appelle OVNI et implants. Il a payé lui-même ses travaux, hein. Il a analysé les implants et c'est très très intéressant parce qu'il a montré que ces implants étaient fabriqués avec des matériaux qui n'étaient pas d'origine du système solaire. C'est dû à ce qu'on appelle le dosage isotopique. Hein, le dosage isotopique correspondait à des systèmes solaires plus vieux que notre système solaire. Il faut lire ce livre qui est très intéressant. Donc moi, j'ai été examiné par l'équipe de Dr Lair il y a une douzaine d'années. Et alors, pour l'anecdote, peut-être que vous aimez les anecdotes, j'avais rencontré là-bas aux États-Unis, c'était en Arizona, une jeune femme qui m'a identifié comme faisant partie de la même famille que moi. Alors, sur le coup, je me dis, bon, on rencontre des gens un petit peu allumés dans ce genre de choses. Elle n'était pas du tout allumée. Et quand elle a passé son examen, elle aussi, avec l'équipe du Dr Lair, alors, il faut savoir qu'ils te rendent une espèce de planche anatomique dans laquelle ils te montrent, d'abord, s'ils n'ont rien trouvé, ils disent carte blanche, quelque chose comme ça. Et s'ils trouvent les implants, ils te montrent où ils sont, mais pas seulement où ils sont, mais ils vont te donner également des caractéristiques physiques, comme par exemple le champ magnétique dégagé par les implants. Parce que c'est mesurable, ça. Même avec les outils qu'on a maintenant. Et donc, moi, j'avais regardé les rapports de pas mal de gens. Pas mal de gens n'avaient strictement rien du tout. Et j'ai un de mes copains qui vit en Amérique du Nord qui, lui, était criblé comme s'il avait pris un coup de fusil de chasse. On peut avoir des implants absolument partout, dans le bras, de l'arrière du cou, dans le dos. Sans donner des détails sur combien d'implants et où ils sont placés dans mon corps. Moi, j'ai été énormément frappé, et elle aussi, elle s'appelle Tina. Quand on a comparé nos planches, c'était le même nombre d'implants, exactement aux mêmes endroits, pas un peu aux mêmes endroits, mais exactement aux mêmes endroits, avec exactement les mêmes caractéristiques magnétiques. Ça m'a complètement scotché. Est-ce qu'il y aurait des interférences, éventuellement des interconnexions, des interactions avec ce qu'on avait pu constater pendant la période du Covid? On peut employer les mots-clés qui fâchent maintenant. Certaines personnes vaccinées, voire la grande majorité d'entre eux, émettaient des signaux Bluetooth. Alors, je sais pas, là, je peux pas te répondre là-dessus, j'ai aucune donnée, je sais pas. Moi, je me pose toujours la question du but de ces implants, à la fois pour l'autre et puis pour ceux qui les implantent. Alors, je peux parler que pour moi, hein. C'est un accord entre eux et moi. Les autres, j'en sais rien. Je pense qu'il y a des gens qui sont implantés contre leur gré, enfin, on leur demande pas leur avis. Mais il y a souvent, quand même, si on lit les ouvrages de John Mack, qui sont très intéressants. Je sais pas si vous connaissez John Mack, c'est un psychiatre qui a étudié les abductés, professeur de psychiatrie à Harvard. Il a relevé la notion de double identité. C'est-à-dire les gens, ils paniquent, ils sont dans un vaisseau, ils voient des types bizarres, et puis en même temps, il y a quelque chose en eux qui leur dit « mais je connais tout ça et je suis d'accord avec ça ». La notion de double identité, c'est quelque chose sur lequel il faut porter son attention. C'est-à-dire il y a souvent une collaboration entre ceux qui posent des implants. C'est un accord avant la naissance, c'est un accord avant l'incarnation. C'est très souvent ça, c'est pas toujours comme ça, j'en sais rien, mais c'est souvent comme ça. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Dans ton livre 0,001%, tu parles à un moment de la Confédération Galactique. D'après toi, ont-ils réellement chassé les petits gris de notre planète, voire de notre système? Mais non, pas du tout. Mais ils n'ont pas chassé du tout les petits gris. Ils sont toujours là. C'est la population exogène la plus nombreuse sur cette planète. Non, bien sûr. Alors, c'est absolument certain que non. Alors là, j'ai pas le moindre doute. C'est marrant parce qu'il y a énormément de divergences au niveau des discours, hein. Ah oui, mais moi là, je suis certainement quoi. Ils sont à l'origine des abductions. Pour beaucoup, mais c'est pas les seuls qui enlèvent tu prends le cas du type qui a été enlevé en Arizona, comment il s'appelle déjà? On a fait un film qui s'appelle Fire in the Sky. Il était parti avec un groupe de copains faire du bûcheronnage, aller au plateau de l'Arizona, et il a été enlevé. Il a disparu pendant plusieurs jours. Moi, j'ai rencontré lui et deux de ses copains. C'était pas des gris, qui l'ont enlevé. Est-ce que les abductions, elles ont cessé? Non. Non, je pense pas. Est-ce que, selon toi, il y a d'autres avancées en lien avec la Confédération Galactique? Je fais pas partie du conseil d'administration de la Confédération Galactique. Moi, j'ai ma petite idée par rapport à tout ça. Je pense que ces gens-là nous connaissent très bien et savent la juste distance. J'explique la notion de juste distance qu'il y a vis-à-vis de nous, c'est-à-dire nous, quand on est incarné dans un corps humain terrestre. Il y a une notion de juste distance qui est presque la règle, même s'il peut y avoir des exceptions. Une juste distance, c'est-à-dire ils se révèlent un peu, mais pas trop, même aux gens qui sont de leur famille, entre guillemets. Mais Jérémien, moi je sais pas ce que t'en penses, mais on parle de confédération, c'est un groupement politique, on est dans une bureaucratie immense en Europe. Mais non, c'est pas ça, c'est pas ça non plus. C'est pas du tout comparable à ça, parce que là je me permets de l'ouvrir un petit peu. Autant on a sur ce que j'appelle la planète des singes, une civilisation très peu avancée qui fait la guerre dans tous les sens. On y reviendra sur ce terme d'ailleurs. Qui ment, oui, vraiment c'est ça, de mon point de vue, qui ment tout le temps. L'humanité se ment à elle-même non-stop. Elle fabrique son histoire en permanence, donc elle ment sur son histoire en permanence, individuellement et collectivement. L'histoire des pays en général trafiquée.
l'histoire des individus est trafiquée aussi. C'est tout le temps comme ça. Et depuis que l'homme, entre guillemets, est homme. Ça durera pas toujours. Ça, c'est certain. Donc, on n'a pas de mémoire, on n'a pas d'histoire, on passe son temps à chamailler. Et vous avez vu, alors on peut avoir les idées qu'on a, mais qu'il est rare qu'on ait des gens compétents et intègres dans les postes de responsabilité politique ou militaire, quelle qu'elle soit. Il est même difficile d'en trouver en sciences, mais on en trouve aussi. Donc, les gens qui ont une certaine probité, une certaine rigueur, sont plutôt des minorités. Je parle dans les gens de pouvoir que des majorités. Quand on parle de la Fédération galactique, il faut pas transposer ce qui se passe sur une planète, la planète des singes, une planète primitive, à la Fédération galactique où c'est la compétence, mais pas la compétence supposée, pas l'effet des bruits de couloir ou de, non, c'est vraiment la compétence réelle des individus qui fait qu'ils ont une telle et telle responsabilité. Ce n'est rien d'autre. C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible, parce qu'on a affaire à des gens supérieurement intelligents. Évidemment, mais plus que supérieurement intelligents, c'est incommensurable pour nous, leur intelligence. Donc, on va pas mettre un imbécile à la tête d'une confédération ou dans une organisation qui implique des milliers, voire des millions de monde. On n'est pas au Parlement européen ou dans n'importe quel gouvernement terrestre. C'est totalement différent. On peut pas transposer ça. Et c'est pas une bureaucratie non plus. Mais la médiocrité, elle, au niveau des élites. On a un président qui a plus de 60 résidences secondaires. Il nous demande encore de faire des restrictions. On entre en période de récession, soi-disant 0,60 de croissance. Apparemment, on a des plans financiers par Bérou. Enfin, on ne fait pas de politique sur cette antenne, mais c'est n'importe quoi. Ça commence à partir en vrille. Il y a certains mouvements qui sont en train de fleurir, comme le mouvement du 10 septembre, qui sont promotionnés depuis 3 mois au JT. Posez-vous des questions, les amis. Mais Rudy, il n'y a rien de nouveau. Nos leaders, ils reflètent le niveau moyen de la population terrestre. Le poisson pourri par la tête, c'est ce que disait Asselineau. Ouais, tu vois ce que je veux dire, mais sur une planète, par exemple, bon, je parle de la planète d'où je viens ou celle d'avant, mais un leader terrestre, même le plus éminent, le plus machin, il n'y a pas une seconde, il serait pris au sérieux sur, par exemple, la planète que j'appelle SS2B, d'où je viens, il y a quelques centaines de milliers d'années. Mais à la limite, on le collerait dans un zoo ou dans l'équivalent d'une EHPAD. Il n'y a personne qui pourrait accorder le moindre crédit à ce qui sortirait de son esprit. C'est juste un handicapé, voilà. Bon, alors sur la planète des singes ou la planète des fourmis, bon, c'est un peu crédible et encore ça dure pas pendant longtemps parce que la durée de vie des êtres humains, c'est clic et c'est fini. Donc déjà, tu prends un type qui va vivre en moyenne 80 ou 90 ans dans une situation où les gens vivent 3 ou 4 000 ans. Donc, voilà, tiens, il est déjà mort. Bah oui, il est déjà mort. Bah oui, c'est comme un chat, ça meurt vite. Donc non, ces gens, ils sont puissants que parce qu'ils sont sur la planète des singes et ils sont puissants que parce que le niveau moyen de la population humaine, le niveau moyen, j'insiste bien, est produit de ce genre de choses. Donc d'ailleurs, chaque fois que je vois, moi personnellement, un sinistre individu faire des choses complètement amorales, je me pose la question de est-ce que j'y suis pour quelque chose ? Parce que je contribue à la conscience collective de cette planète. Donc je me sens responsable quand un tel ou un tel fait des conneries. Je le prends pour moi aussi. Alors effectivement, par d'autres biais, j'en ai tiré les mêmes conclusions. Tout à l'heure, tu disais que ça va pas durer, et je me demande si tu sous-entendais des cycles, et si c'est ce que tu sous-entendais ou tu sous-entendais rien, sur ces cycles, est-ce qu'il y a eu un âge d'or? Est-ce qu'on constate un déclin? Est-ce que tu as une vision là-dessus? Globalement, l'humanité, ça se passe comme prévu. C'est-à-dire que bon, cette race a été créée par le génie génétique. On a pris un singe, on l'a modifié. On n'est pas ces corps-là. Moi, je fais partie des gens qui ne supposent pas qu'on n'ait pas ces corps-là, mais qui le savent. Parce que bon, une fois qu'on est sorti volontairement de ce corps et qu'on l'a vu 250 fois allongé sur le lit ou même 1000 fois, on sait que ce n'est que le véhicule. Donc, on n'est pas ces corps-là. Quels que soient les individus qui ont créé ces corps-là, ils nous ont pas créé nous. Ils ont créé la voiture, le véhicule. Le scaphandre. Voilà, ils ont créé ça. Donc, quand je monte dans une Renault, je me prends pas pour une Renault. Donc, je suis le conducteur de la Renault. Et celui qui a construit Renault, ça le regarde. Mais moi, je descends et je prends derrière une Ferrari ou, je sais pas, une Clio ou une Citroën, tout ce qui traîne. Mais on n'est pas nos corps. Les corps, on les utilise et on participe probablement à l'évolution de cette humanité en pilotant ces corps-là. Et il y a une évolution qui est lente. Elle se passe pas comme ça en 2 coups de cuillère à peau. Ça se passe sur des centaines de milliers d'années. Ça se passe jamais de manière brutale, parce que c'est compliqué la génétique. Vous élevez peut-être des roses ou des orchidées, ou il y en a qui élèvent des chevaux. C'est sur des générations et des générations et des générations que l'évolution se fait. Elle est lente. Si elle est rapide, c'est qu'il y a une intervention artificielle et qu'il n'y a pas une véritable solidité. Ce qu'on essaie de faire sur cette planète, ce que les gens font avec l'humanité biologique terrestre, c'est qu'ils essaient de faire une race qui tient la route.
Et pas qu'on soit pas obligé de l'éradiquer complètement, comme ça c'est déjà produit sur cette planète. Hein. On a créé des races, ça a pas marché, on a mis un grand coup de lance-flamme et puis on est passé à autre chose. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, mais bon, encore une fois, je suis pas au conseil d'administration, j'ai pas de famille dans le conseil d'administration de cette planète, j'ai pas de renseignements non plus précis, mais à ma connaissance, ils ont décidé de pas éradiquer l'humanité. Et pas plus qu'ils ont décidé de la laisser s'autodétruire. Pour ce qui est du programme d'hybridation mené par les grilles, soi-disant, les hybrides, selon toi, seraient-ils déjà parmi nous et quel serait leur agenda? Ah ben c'est certain qu'il y a des gens qui sont hybrides parmi nous. J'ai pas le moindre doute. Après, c'est pas forcément des hybrides qui ont été créés par les gens des états réticuliers en général. C'était pas très au point, leur technologie d'hybridation. Bon, il y a qu'à suivre un petit peu leurs travaux depuis 40 ou 50 ans. Ils ont négligé beaucoup de facteurs et ils ont pris en compte les facteurs affectifs, par exemple, qu'ils n'avaient pas du tout pris en compte. Et on va noter que, par exemple, depuis 20 ou 30 ans, une fois qu'ils prennent l'embryon, ils le mettent au contact de la mère, quitte à enlever la mère ou à amener l'embryon à la mère sur Terre. Moi, je connais des cas comme ça. Prennent en compte le facteur affectif. Et pourtant, ce sont des gens qui sont parfaitement au courant de l'énergétique. Ils nagent dans l'énergétique alors que nous on le voit pas du tout. Donc voilà, il y a des évolutions, c'est pas des grands. Ils sont passionnés par la génétique, mais il y a plein de races non terrestres. C'est pas leur truc. Ils sont pas tous en train de cloner, mais certains font. Oui, on a des hybrides, oui. Évidemment qu'il y en a. Et par rapport aux différentes avancées technologiques, que penses-tu de l'énergie du vril? L'utilises-tu dans le cadre du projet que tu développes avec les Chinois? Et d'ailleurs, où vous en êtes de ce côté-là? Moi, je développe aucun projet avec les Chinois. Je parle dans Ouragan d'un contrat que j'ai eu dans le cadre d'une technologie de stockage d'énergie. C'est dans la dernière partie du livre Ouragan. Alors, tout ce bouquin va paraître être de la science-fiction, mais j'ai déjà invité des journalistes à venir me voir à la maison et leur montrer les preuves de ce que j'avance. Voilà, donc j'ai plusieurs kilos de preuves de tout ce que je dis. Donc j'ai pas inventé cette histoire. Voilà. Si un jour vous passez, je vous montre. On va en parler en fin d'émission un peu plus. D'ailleurs, il y aura des surprises en fin d'émission, donc restez connectés et branchés. C'est à cette occasion-là, parce que je suis intervenu dans ce projet d'une manière un peu particulière, dont la confrérie chinoise dont je parle, qui s'appelle Kunlun, a eu vent, et donc a pensé que j'étais en connexion d'une manière ou d'une autre avec les gestionnaires de la planète. Et donc c'est pour ça qu'ils sont venus à ma rencontre. Parce qu'ils cherchent à recruter des gens qui ont ce profil-là. Voilà. Donc, j'ai jamais travaillé avec eux et j'ai refusé de travailler avec eux. Par contre, j'aurais donné rendez-vous dans 3 siècles et demi. On va en reparler aussi de cette société secrète très intrigante. On a eu 1600 commentaires sur notre dernière interview sur YouTube. Et bon, je compte pas les écoutes sur les plateformes de podcast. La plupart étaient dithyrambiques. Les retours étaient vraiment très positifs. Mais il y a on va prendre aussi les questions qui étaient un petit peu... Alors, j'ai appris il y a pas longtemps qu'ils avaient même ouvert une adresse mail basée sur les Champs-Élysées à Paris. Parce que une de mes amies a eu la curiosité de faire une recherche sur Internet et elle a trouvé ça. Alors j'ai appelé un des membres de Kunlun, j'ai dit, parce que bon, si on se voit pas souvent, mais bon, voilà. J'appelle, je dis, mais vous avez créé un truc basé au 66 Champs-Élysées? Il me dit, oui, c'est Wang qui a fait ça. Mais j'ai dit, dans quel but? Vous avez besoin de recruter? Et non, mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils ont fait ça. Alors, je te le dis directement, il y a Vegetarian Lover qui avait dit, en te citant, parce que c'est ce que tu disais dans l'entretien, moi j'avais calculé, en parlant de la confrérie chinoise, m'ont donné des chiffres qu'ils étaient capables de donner quelque chose comme 85 milliards de dollars à chaque habitant de la planète. Et là, Vegetarian Lover te répond, désolé Marc, mais là c'est du grand n'importe quoi. En plus, personne ne peut avoir plus d'argent que la somme totale de tout l'argent existant sur Terre, simple logique. Effectivement, on peut le rejoindre, ça ferait une hyperinflation, une économie totalement à l'arrêt. Non, mais j'ai pas dit qu'ils allaient le faire. Oui. J'ai voulu donner un ordre de grandeur de leur fortune. Donc, j'ai pris simplement ce qu'ils m'ont dit. Et tout me laisse à penser que c'est vrai. Hein. Et j'ai divisé par 8 milliards et j'ai trouvé 85 milliards. Donc, ouais, c'est pas compliqué. Ce sont des gens immensément riches. Les suppositions qu'un tel ou un tel peut faire sont à côté de la plaque. Moi, je connais 3 personnes de Kunlun qui m'ont raconté toute la même chose. En l'année 2011 et 2012, ils ont fait un espèce de tour du monde, principalement en Occident, où ils ont demandé des rendez-vous aux principaux dirigeants de la planète. Alors, je citerai pas en Europe, mais bon, je sais de qui il s'agit. Mais ils ont eu un rendez-vous avec le secrétariat d'État au Trésor américain. Ils étaient parfaitement inconnus. Comment est-ce qu'ils ont eu rendez-vous? J'ai vu 2 personnes qui s'étaient rendues à ce rendez-vous. Ils étaient parfaitement inconnus. Comment est-ce qu'ils arrivent à avoir un rendez-vous avec le secrétariat d'État au Trésor américain?
Je pose la question et je donne la réponse. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Ils appellent la secrétaire et disent voilà, on est l'organisation Kunlun, on voudrait un rendez-vous avec monsieur le secrétaire au Trésor. Et voilà nos références bancaires. Et donc la secrétaire fait son travail, elle me dit je connais pas cette organisation, machin, et elle regarde, et là, elle voit que ces gens, que à la limite Elon Musk est pauvre par rapport à eux. Donc elle donne rendez-vous à ces gens qui ont une puissance financière colossale. C'est comme ça qu'ils ont obtenu leur rendez-vous. Ils sont sortis du néant, mais avec des comptes en banque, avec un nombre de zéros que vous n'imaginez même pas. Ils stockent de l'or depuis 120 ou 130 ans. C'est des grandes familles chinoises qui connaissent la vie depuis des milliers d'années, qui ont une histoire, parce que la Chine a une histoire, elle a 5000 ans d'histoire. Les Américains, ils ont 200 ans d'histoire, vous savez. Et la France passe son temps à réviser son histoire et à dire qu'elle en a pas. La force de la Chine, et c'est pour ça que j'explique que ça va devenir la nation dominante, mais c'est pas dans 10 siècles, Dans 10 ans, ça sera déjà le cas. Si c'est pas déjà le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un lien avec cette société secrète et l'avènement des BRICS? Non, ils interviennent pas du tout là-dedans. Non, ils sont complètement à part, ces gens-là. Et ils sont indépendants du gouvernement chinois, peut-être qu'ils l'ont, entre guillemets, qu'ils le contrôlent partiellement. J'en sais rien. Je ne sais pas. Ils m'ont rien dit par rapport à ça. Ce que je sais, c'est qu'ils sont au courant, que la planète n'est pas dirigée par des humains. Ça, je le sais. Parce qu'ils me l'ont dit. Et c'est pour ça qu'ils m'ont contacté. Et deux, que la réalité est de nature multidimensionnelle. Ils le supposent pas, ils le savent depuis très longtemps. Et sur ces bases-là, ils font des trucs que les gens n'imagineraient pas. Et ils ont des moyens illimités. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont annoncé sur leur site internet. Mon ami qui a été voir leur site internet basé aux Champs-Élysées, ils annoncent moyens illimités. Qui annonce ce genre de choses? Moyens illimités. Voilà, elle leur a écrit, elle voulait savoir si elle pouvait être utile, ils n'ont jamais répondu, ce qui m'a pas du tout étonné. Je dis, alors vous recrutez comme ça maintenant? Mais non, on recrute pas comme ça. Je dis, c'est eux qui vont chercher les gens normalement, c'est pas des candidatures qui leur arrivent. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin, en tout cas, ils l'ont fait. Donc les suppositions des internautes, le cul sur leur chaise, excusez-moi, je veux blesser personne. On en a d'autres en stock, t'inquiète pas. Et les mains sur le clavier, ça vaut pas grand-chose. Excuse-moi. Oui, ouais. Moi, je ne rapporte que ce que j'ai vécu et ce qu'on m'a dit. Et on aurait dit, je prends un autre exemple, on aurait dit il y a 20 ans, il y a un type qui a 1000 milliards de dollars. On va dire, mais c'est impossible d'avoir 1000 milliards de dollars. D'accord, c'est impossible. Sauf que quand vous stockez, quand vous amassez, alors il y a les Rothschild aussi qui se sont enrichis au fil des années. Mais imaginez une société qui patiemment sait que la monnaie papier, la monnaie crédit ne vaut rien et qui stocke de l'or, qu'on vu avant tout le monde qu'il fallait stocker de l'or et qui ont des immeubles et qui ont des terres et qui ont mais tellement de choses. Mais moi je vous dis la certitude, mais bon ça me regarde moi. On peut faire tous les calculs que l'on veut. Il y a des gens qui sont beaucoup plus riches qu'Elon Musk. Est-ce que dans tous tes voyages, tu as vu des humains, alors peut-être pas au sens matériel et physique du terme, mais des humains qui vivent en harmonie avec la petite boule sur laquelle ils vivent? Alors oui, j'ai vu des humanoïdes qui ont l'air tout à fait bien dans l'endroit où ils vivent, ouais, j'en ai vu. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, tu disais qu'ils gèrent en fait en sous-main finalement la tribu humaine. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Du tout. J'ai dit que c'était les gestionnaires de la planète. Et ce que je voudrais souligner également, c'est qu'on a un truc typique des civilisations primitives. Moi, je suis pas gentil, je veux pas me faire... De toute façon, je suis pas là pour me faire aimer. Je suis là pour dire ce que je sais, ce que je pense. S'il y en a qui aiment pas, ça m'est complètement égal. Les humains, ils ont tendance à penser qu'eux et la planète, c'est la même chose. Il y en a même qui disent que si l'état de conscience de l'humanité évolue, toute la planète va passer dans une autre dimension. Ça, c'est de l'anthropocentrisme. Et l'anthropocentrisme qui donne le géocentrisme, c'est-à-dire on pense que l'être, c'est le centre, enfin l'être humain, c'est le centre de la création. Ça vient des religions, ça, peut-être. Mais ça vient aussi de notre profonde méconnaissance de la réalité. Que l'être humain est tellement important qu'il va entraîner une planète entière. Mais la planète entière ne se résume pas à l'être humain. L'être humain, c'est rien sur cette planète. Je parle même de la planète Terre. Et si on ne raisonne qu'en masse biologique, la masse totale des êtres humains, je pense, en nombre de tonnes, est bien inférieure à ce que sont les vers de terre, par exemple. Alors on va dire, oui, mais attends, nous, on est les plus intelligents. Dis donc, on est intelligents, ça c'est sûr. Il n'y a qu'à regarder tout ce qu'il y a autour de nous. Donc non, on n'est pas intelligent. Il y a une chose aussi qu'on croit, c'est qu'on est très avancé, qu'on est très, très individualisé. Ce n'est pas le cas. On est une colonie de fourmis, on a la conscience collective d'une ruche. La preuve, c'est
C'est très facile de manipuler les humains terrestres par millions. Alors, tu parlais de l'épisode du Covid, mais il y en a des exemples comme ça, il y en a des kilomètres cubes, il y en a partout. Il y a une pensée collective, il y a une conscience collective, et il est très facile de manipuler 80-90% de l'humanité terrestre. Elle croit à des fables, toujours les mêmes fables. Et une des fables principales, c'est que on est le centre de tout, nous, l'humanité terrestre, et que tout autour de nous, évidemment, les extraterrestres ne peuvent être qu'obsédés par les humains terrestres. Alors que les gestionnaires de la planète s'occupent de la planète. Et ils sont bien loin de s'occuper que des êtres humains terrestres. C'est peut-être 0,00001% de leur activité. Justement, on avait Lilou qui disait ce qui me dérange avec Marc, c'est qu'il traite les humains de singes, capables de mentir et de s'entretuer. Mais si les humains n'avaient pas été manipulés dès le départ, si on leur avait donné des billes de toutes ces parties cachées, ils ne se comporteraient sans doute pas de la même manière. C'est l'infantilisme, excuse-moi, mais ça, c'est ma responsabilité, c'est pas la mienne, c'est celle des autres. Tu vois, j'ai pas réussi, mais c'est pas de ma faute. Ça, c'est aussi typique des humains terrestres. Ça va de pair avec j'attends un sauveur. Je peux pas me débrouiller tout seul, donc j'attends un sauveur. Donc un sauveur religieux, un sauveur extraterrestre, un savant génial, un homme politique ou une femme politique. Ça, c'est quand même assez transversal de l'humanité primitive. Alors que je gêne cette personne que tu viens de citer, que je ne connais pas, ça m'étonne pas, je gêne 90% des gens que je rencontre avec qui je parle. Sauf quand on me connaît en direct. Voilà. Ouais. Mais et le jour où je ne gênerai plus, je pense que j'aurai plus rien à dire. Parce que le jour où tout le monde me dira, mais t'as tout à fait raison, je dirais, j'ai dû louper quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose qui va pas du tout. Le consensus, je le cherche pas. Moi, je dis les choses que je connais, les choses que je suppose, les choses auxquelles je pense, sur lesquelles j'ai une opinion. Mais les choses que je connais, j'en parle directement. La responsabilité humaine terrestre, elle est entre nos mains, elle n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Ah oui, comme un enfant qui dit, mais si on m'avait expliqué, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça. Mais c'est le chemin naturel de l'évolution, on doit apprendre par nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui va nous prendre par la main et nous expliquer comment on doit faire. Et dans ce cas-là, si c'était le cas, notre humanité, notre civilisation disparaîtrait en 10 ans, 20 ans. Le choc culturel serait tel qu'on serait dissous. Tu reconnaîtras qu'il y a beaucoup de gens qui appellent, tu parlais de la Confédération galactique, intergalactique, peu importe, beaucoup de gens appellent à l'ingérence. J'en sais rien, moi. Alors bon, tu me parles de ça, je ne suis pas dans des groupes, quels qu'ils soient. Tu vois, j'étais à un moment membre de mon club de judo, mais ça s'est arrêté là. Donc je suis pas, j'aime pas les foules, je n'aime pas les groupes. D'une manière générale, j'aime pas ça. Donc l'appel à l'ingérence, c'est la porte ouverte au truc qu'on a d'habitude sur cette planète-là. C'est-à-dire que je viens n'importe quoi, en Chine, il y a 3500 ans, on avait des problèmes, on se faisait la guerre de partout, et donc on s'est dit, bah, on aimerait bien un apport extérieur, donc il faut un prince ou un roi plus puissant que les autres, qui écrase tous les autres, etc. C'est toujours la même histoire. Tant qu'on n'a pas gagné cette autonomie de pensée, cette non-grégarité compulsive, cet esprit collectif qui ne sait que paniquer, appeler à l'aide, et ne pas assumer, ou pas assez assumer ses responsabilités personnelles, ben voilà, on est encore sur la première pente de l'évolution. C'est comme ça que ça se passe. Et il n'y a rien de plus normal, en fait. Donc, prenons l'exemple d'un individu, on va dire, il a 25 ans, il a des problèmes avec ses parents. Deux individus, deux jumeaux, on va dire. Il y en a un qui va dire, ouais, mes parents m'ont pas assez aimé, ils m'ont pas assez expliqué les choses, nanana, un truc, machin, et il passe son temps à se plaindre. Et dit, j'aimerais bien rencontrer un nouveau père ou un maître, je vais courir après un gourou, je veux quelqu'un qui va m'expliquer les choses. Ça, c'est le premier mec. Mais il y a un deuxième qui dit, écoute, quoi qu'il soit arrivé durant mon enfance, maintenant je vais prendre ma vie en main et je vais me débrouiller du mieux que je peux. C'est deux attitudes différentes. Moi, quand j'ai un problème, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est Mark O'Byrne. C'est pas Emmanuel Macron ou Poutine. Hein. C'est ma responsabilité, c'est ma vie, ce sont mes décisions. Hein, ni Trump, ni le pape, ni rien. Voilà, c'est ma vie, c'est mes décisions, c'est ma responsabilité. Voilà, j'attends pas un sauveur, parce que le monde est pourri aussi par le fait d'attendre des sauveurs, parce que les sauveurs vont sauver les élus. C'est quand même un scénario qu'on retrouve souvent sur Terre. Il y a eu tout un tas de sectes qui se sont bâties au fur et à mesure des années, même les années ufologiques. Il suffit de reprendre l'histoire, des petites et des grandes sectes qui attendaient un sauveur de l'humanité. Bon, il y a eu la secte Raël, qui est une immense fumisterie. Hein. Bon, bah ça, j'ai des éléments très précis qui le montrent. Mais peu importe, le phénomène est là. On attend un sauveur. Il vient de l'espace. On attend un sauveur, c'est Jésus-Christ. Alors, chez les musulmans, c'est un autre sauveur. Tant qu'on en est sur des choses comme ça, qu'on attend une aide extérieure, on reste des enfants. On tend nos mains pour recevoir quelque chose, et nos mains peuvent nous servir à bâtir notre présent et notre avenir. Occupons-nous de nous maintenant, là où on est.
Avec tous tes voyages, avec tous tes récits, avec cette mémoire aussi de tous ces détails, etc. Tu fais référence aussi justement à moi. Enfin, tu parles de toi en disant moi, le soi. Alors on peut avoir, j'imagine, plein de corps, oui. Le corps astral, peut-être éthérique, tout ça. Mais du coup, comment on fait pour pas se paumer Qui c'est le vrai moi? Pour moi, je suis plutôt du parti de l'Inde où le moi, c'est celui qui observe en réalité. Oui, ça me va bien, ça. Enfin bon, c'est aussi plus compliqué que ça. Il y a une identité réelle. Là, il y a une discussion métaphysique entre les bouddhistes et les brahmanes. C'est-à-dire entre les courants qui viennent des Védas, qui sont les textes les plus anciens de l'humanité. On va faire une conférence là-dessus avec mon ami Shradhalu au mois d'octobre. Il y a une différence, il y a même des débats métaphysiques très très intéressants entre les brahmanes et les bouddhistes. Les bouddhistes disent quoi? Ils disent qu'il n'y a pas de personnalité, il n'y a que des agrégats. Donc l'identité est illusoire. Donc à partir de là, c'est quoi le karma? Donc là, ils font des sacs de nœuds dans tous les sens pour essayer d'expliquer ce que c'est que le karma, étant donné qu'il n'y a pas d'individu réel. Les brahmanes disent on n'est pas d'accord du tout. Il y a une identité réelle, même s'il y a une identité transitoire qui est la personnalité, qui est un assemblage qui, elle, va se désagréger, mais il y a un être réel derrière ça. Voilà si j'essaie de le résumer, voilà les deux grandes oppositions qu'il y a entre les deux grands courants mystiques, on va dire, de l'Asie. Moi, je me range totalement du côté des brahmanes et des Védas. Moi, je pense que les bouddhistes n'ont qu'une version très partielle de la réalité, et je pense qu'ils n'ont même pas compris ce que voulait dire Bouddha. J'ai la prétention de penser qu'ils n'ont pas compris ce que voulait dire Bouddha. Qui d'ailleurs, petite parenthèse, a toujours refusé de répondre à la question jusqu'au moment de sa mort. On lui dit, mais est-ce qu'il y a un ego? Est-ce qu'il y a une identité? Il n'a jamais répondu à la question. Parce qu'il savait que de toute façon, quoi qu'il réponde, il n'allait pas être compris. Donc voilà, il y a un individu réel et il y a un personnage que l'on joue. Quand on descend sur Terre, on s'habille avec un corps, avec une personnalité, parce qu'on crée cette personnalité. J'en parle dans mon dernier livre, Ouragan, parce qu'il y a des exemples précis, en aventure que je vis il y a quelques 10-12 ans. Il y a un exemple précis d'une personnalité que j'ai accompagnée pendant 2 ans ici au XXIe siècle, mais qui a été une compagne ou un compagnon depuis à peu près 30 siècles. Et qui présente des images très différentes les unes des autres. C'était ma bien-aimée épouse en Inde, par exemple. Alors que là, elle est plutôt du type, différente, on va dire. Donc, pour ceux qui vont lire le livre, vous allez comprendre. C'est pas cette personnalité transitoire qui est la vérité de l'être. Parce que c'est juste un jeu d'acteur. Tu vois, même par rapport à devant vous, Mark O'Byrne, là, c'est quoi? C'est juste une personnalité. C'est juste un agrégat. Vous m'auriez connu femme chinoise, parce que j'étais femme chinoise, vous verriez quelque chose de complètement différent, et pourtant c'est la même personne. Mais je présente des facettes différentes, parce que j'ai un physique différent, une génétique différente que j'utilise comme véhicule, et j'ai choisi de me composer une personnalité de ce type-là, celle que je vous présente devant vous en ce moment, qui est un peu tranchante, qui est un peu, comment dirais-je, arrogante, mais ça m'arrange bien de faire les choses comme ça. Au moins, je cherche pas le consensus, je cherche pas à être aimé, et les gens qui me connaissent, en contact direct, apprécie la corrélation qu'il y a. C'est-à-dire, ils disent, t'es la même personne, t'es exactement la même personne qu'on voit en vidéo. Tu fais pas de cinéma. Justement, ton mantra « ne croyez rien, expérimentez », tu l'as répété à plusieurs reprises et on a bien compris que c'est ta ligne directrice. Alors, si tu me permets, je vais prendre mon cas personnel comme exemple. Je suis littéralement submergé par toutes sortes de tâches au quotidien, des activités qui me passionnent, certes, mais qui envahissent complètement mes journées. D'ailleurs, respect à toutes celles et ceux qui continuent d'oser entreprendre en France aujourd'hui. J'ai cherché à provoquer des expériences, à observer des phénomènes et pourtant, malgré mon métier de journaliste spécialisé, malgré ma participation à de nombreux événements et rencontres, j'ai jamais encore rien vu de vraiment tangible, de palpable qui sorte de l'ordinaire. Alors ma question, elle est simple. Quel conseil tu pourrais donner à tous ceux qui se reconnaissent dans cette situation pour franchir ce cap et accéder enfin à une expérience directe? Alors, quel type ? Une expérience personnelle, comme tu disais. On ne fait que voir de la science-fiction, on ne fait que spéculer, écouter des podcasts, aller voir des conférences, mais finalement, moi, j'ai jamais vu d'OVNI. J'ai jamais été invité sur un vaisseau comme toi, comme Elena. J'attends pas que ça, on va pas se mentir. Il vaut mieux pas attendre ça pour le coup, parce que c'est pas toi qui décide. J'imagine bien. Mais alors, ne serait-ce qu'observer un OVNI. J'ai pas de recette, je peux pas te dire. Il y en a qui font des protocoles CE5. Alors j'ai participé à ça avec Rire. Il s'est passé des trucs. J'ai fait ça à 3 endroits différents, en Californie, en France et aussi en Angleterre. Il se passe des choses. On m'a dit qu'il y a des gens qui avaient vu des ovnis. Nous, il s'est passé des choses différentes, qui étaient plutôt des clins d'œil, mais qui étaient vraiment bien travaillés pour certains. On va pas s'apesantir là-dessus, sinon il va passer la soirée. Mais moi, je connais quand même pas mal de gens qui ont vu des ovnis, dont un de mes amis d'enfance, qui était pas du tout branché là-dessus. Un jour, il est sorti de chez lui parce qu'il est insomniaque depuis qu'il est petit.
petit, hein, le genre à dormir 3 heures par nuit, il sort et puis il y avait un ovni qui couvrait la moitié de la ville. Voilà. Donc là, pour le coup, il avait genre 15-16 ans, il n'a pas eu besoin de se poser des questions. Il a vu la réalité. Ok. Donc, tu peux pas désirer avoir ce genre de choses, ou alors tu fais un protocole CE5. En fait, ça a été inventé, d'après ce que j'ai compris, en tout cas à l'époque récente, par des Brésiliens. Steven Greer a repris ça après. Bon, ça s'est peut-être produit avant, dans le passé. C'est probable que les peuples du ciel étaient appelés par les gens de la terre, parce qu'il y a eu des moments où il y avait plus de proximité qu'il y en a maintenant. S'agissant d'autres types d'expériences, moi, ce que je propose depuis quelques années, c'est d'expliquer comment on peut vivre un voyage hors du corps. Oui. Et de pas le mélanger avec la projection des facultés psy, par exemple. Hein. La vision à distance, c'est pas un voyage hors du corps du tout. Voilà. Donc les remote viewing. Non, c'est pas du tout. Et moi, je connais les deux. Hein. Au début, je voulais pas faire ça. Je dis franchement, hein, la première fois qu'on m'a dit tu devrais faire ça, j'ai dit non, mais ça prend pas. Laisse tomber. Mais j'ai réfléchi à ma vie, aux circonstances qui ont fait qu'à un certain moment j'arrivais à mieux voyager qu'à d'autres, et où voyager. Donc j'ai tiré d'une première base d'entraînement et qui s'améliore avec le temps. En privé, je vous montrerai peut-être les commentaires et les appréciations de mes stagiaires. C'est dithyrambique, hein, parce que ça touche pas seulement le voyageur du corps. Donc ça, c'est le moyen d'avoir des expériences directes. Hein, c'est de se mettre au boulot, mais pas sur des bases d'enfumage total. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui prétendent des trucs et qui ne vivent rien. Je reprends l'exemple de Raël, j'ai pas peur de le lire, c'est pas de la diffamation, parce que j'ai un témoin direct du moment où il a basculé, il est devenu Raël. Alors comment est-ce qu'on peut avoir un témoin direct? Ben moi j'ai un témoin direct qui a assisté à la création de Raël. Et ça s'est fait en quelques secondes. Il se foutait de la gueule de tous les ufologues, et puis d'un seul coup, quelqu'un lui a dit bon bah ça serait bien, c'est à la mode que tu bascules là-dedans. Il hésitait à être pilote de course ou chanteur. Finalement, donc tout est artificiel chez lui. On m'a dit qu'il participait au public de Jean-Pierre Petit et d'autres intervenants, et qu'il était très féru de ce genre, de ce genre de conférence. Il allait pomper le contenu des gens sérieux. C'est possible, hein, c'est possible. Mais là, pour moi, Raël, c'est un type qui a rien vécu du tout. Ça crève les yeux. Il y a dans le domaine du voyage hors du corps beaucoup de gens qui pensent avoir fait une expérience hors du corps et qui ont simplement eu des perceptions à distance. De toute façon, il faut les interroger. En 2 minutes, on comprend. Même pas en 2 minutes, en 30 secondes, on comprend la différence. Les expériences concrètes qu'on peut vivre dans sa vie, elles sont pas difficiles à avoir. On voit le public et tous ceux qui sont intéressés éventuellement sur l'atelier qu'on va faire avec Marc. Ce sera sur les fondamentaux de la sortie hors du corps, et ça sera le dimanche 5 octobre à 15h en direct avec moi et Marc. Alors n'hésitez pas, les liens sont partout. Si vous êtes sur les plateformes de podcast, vous venez sur la chaîne YouTube ou sur le site amdessine.com, vous pourrez avoir accès à l'atelier. C'est une première, hein, parce qu'on a décidé ça juste avant l'émission. J'ai encore jamais fait ça. Effectivement, c'est une exclusivité quelque part, donc profitez-en. Venez avant la date butoir, bien entendu. Après, il y aura un replay qui sera disponible pour ceux qui ne pourront pas participer en direct. On a Léonard Céline qui disait j'aimerais bien avoir l'avis de Marc sur l'intelligence artificielle. Et moi, je t'avoue que quand je vois ce qui est en train d'arriver, je suis très conscient de ce qui se passe. On a un bouleversement, on est en train de changer d'air. Hein. Ouais, bah moi je suis pas du tout du même avis. Bah, on a tout le tertiaire qui est en train de se casser la gueule. Oui, non, mais bien sûr, ouais, mais évidemment. Mais il y a rien de changé par rapport à la fin du 19e siècle où l'industrie a privé de travail beaucoup de monde. Pour l'instant, je peux pas qualifier ça d'intelligence artificielle. C'est pour moi, c'est tout autre chose. C'est des databases avec des algorithmes pour faire le tri dans les databases. C'est principalement ça. Hein. L'intelligence artificielle, on n'y est pas encore. L'intelligence artificielle prendra en compte, par exemple, la matière epsilon, et on fera des objets intelligents. Et pour l'instant, ils ne le sont pas. Pour l'instant, c'est des machines. Donc, effectivement, si tu as une grosse database et que tu as un bon algorithme, tu peux faire le travail d'un avocat ou même d'un chirurgien. Et tu le feras mieux que lui, parce que ta database est énorme. Et si ton algorithme est bien construit, tu vas tirer les éléments qu'il faut. Donc, ta jurisprudence, par exemple, si tu es avocat. Donc, il y a beaucoup de métiers qui sont complètement menacés, et à commencer par le métier de radiologue, de médecin, d'avocat, de notaire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un notaire ? On a besoin d'avoir une base de données qui nous dit exactement quelles sont les lois dans tous les sens et combien il faut payer ça. Si on peut se passer des notaires. Mais il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, c'est certain. Mais ce n'est pas, de mon point de vue, de l'intelligence artificielle. Moi, je l'ai connu, l'intelligence artificielle, enfin dans mes situations précédentes. Donc, c'est très différent de ce qu'on a actuellement. Les révolutions qui vont suivre ne viendront pas de... Alors, évidemment, il y aura ça, ce qui va nous aider, mais c'est des traitements de bases de données. C'est ce que j'avance dans Ouragan, dans mon dernier livre. Des nouveaux types de matériaux vont vraiment apporter une deuxième révolution après la révolution informatique. Et la révolution informatique a été une révolution assez importante. Donc, les métamatériaux, dont j'ai donné quelques explications, vont révolutionner nos technologies, et vous allez le voir.
Ils vont être conçus par des laboratoires américains et chinois. Les Chinois vont prendre de l'avance petit à petit. J'aimerais bien, je sais que tu es intéressé sur ce sujet. C'était surtout pour toi, Rudy, du coup. Tu disais tout à l'heure, moi, j'ai jamais vu d'OVNI qui envoie, en fait. Je crois que moi, j'ai été témoin avec mon frère d'un OVNI simultanément, en 93. Donc, ça arrive. Il y en a qui le voient pas aussi, hein. Bien sûr que ça arrive. Et bon, je connais plein de cas, mais je vais vous raconter une anecdote personnelle par rapport à ça. Moi, je suis issu d'un petit village, on va dire, de Charente. La campagne, la rivière, voilà, c'était mon enfance, c'était ça. Et un jour, on va jouer avec des copains, on va jouer de la guitare aux abords d'une forêt. Mais bon, pas très loin de la forêt, mais on était dans un champ. C'était à la fin de l'été. Et donc, on est quoi? On est une demi-douzaine, là. Alors, moi, je joue très mal de la guitare. Je jouais très mal de la guitare, mais j'ai des copains qui jouaient pas mal. Donc, on commence à gratter. Enfin, ils commencent à gratter. Et c'était un ciel parfait, sans lune, avec beaucoup d'étoiles. Et donc, moi, j'ai toujours l'habitude de regarder le ciel, et je dis, tiens, c'est bizarre, il y a des trucs qui se passent ici. Et je vois des groupes de 4 lumières qui passent, mais comme pas plus gros que des étoiles, mais des groupes de 4. Et ça passe, et il en 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 passe. Ça n'arrête pas. Donc je dis aux copains, je dis, mais regardez ce truc, qu'est-ce que c'est? On n'entend aucun bruit. Et tout à fait à la fin de ce défilé qui a duré un bon moment, il y a une grosse lumière qui arrive juste au-dessus de nous, mais comme un phare de voiture à 200 mètres, hein, qui s'arrête pile au-dessus de nous, qui se met à clignoter. Et là, je dis à mes copains, je dis, mais regardez, c'est quoi ça? C'est pas un avion, ça bouge pas. C'est pas un hélicoptère, on n'entend rien. Et c'était vraiment une grosse lumière, un phare de voiture, hein. Alors, mes copains, ils lèvent la tête, ils disent, bah oui, bah non, on sait pas ce que c'est. Et puis, pop, ils replongent leur nez dans leur guitare, ils se remettent à jouer. Donc, en fait, ils ont vu, mais ils ont pas vu. Ils sont pas interrogés sur non, bah oui, non, on comprend pas. Allez, hop, on continue. Donc, en fait, ça serait sous nos yeux, mais on serait pas tous aptes à pouvoir le voir. Il y a une composante comme ça, c'est certain. Alors, c'est quoi? C'est un degré d'évolution personnelle Alors, bon, j'ai ça dans mes bouquins, mais il y a un ufologue italien qui raconte des anecdotes très intéressantes. Il faudrait que je retrouve ça. Dans une des histoires qu'il raconte, il y a un ovni qui apparaît au-dessus d'un petit village alors qu'il y a du monde sur la place. C'est une femme qui voit le truc, un énorme ovni qui plane au-dessus de la place et qui se rend compte que les autres ne le voient pas. Et pourtant, on leur désigne le truc, ils ont l'air de pas le voir. Une des explications à ça, c'est que les technologies extraterrestres, pour être furtives, elles sont capables d'effacer la mémoire des gens. C'est-à-dire que les gens peuvent voir le truc, mais il n'y a pas d'impression neuronale, ça n'est pas gravé dans leur système neuronal. C'est comme si on empêchait un enregistrement. Moi, j'ai un copain qui faisait ça quand j'étais gamin, il empêchait les enregistrements sur les bandes magnétiques. Ouais, l'effet Men in Black, hein. Alors bon, oui, mais alors le nom, ça veut rien dire, hein. Pour le coup, là, c'est une technologie qui permet d'enlever l'inscription, d'empêcher l'inscription dans le système neuronal. Donc, on voit, mais l'effet, c'est qu'on ne voit pas, en fait, puisqu'on le mémorise absolument pas, puisqu'il n'y a aucun enregistrement dans le système neuronal. Donc, une des technologies des IT pour être furtif, mais ils en ont d'autres, c'est ça. Alors, ça marche pas sur tout le monde. Il y a toujours une fraction des gens sur qui ça marche pas du tout. Et ça, c'est la mécanique du hasard. C'est pas forcément une histoire d'évolution. C'est peut-être un trait génétique particulier. On a ça. Ça, c'est des phénomènes qui existent réellement. Il y a des gens qui vont percevoir les présences exogènes aussi, beaucoup plus facilement que d'autres. Ingo Swann faisait partie de cela. Quand j'ai lu le bouquin d'Ingo Swann sur le tard, moi j'avais déjà vu l'expérience de proximité avec des exogènes, il racontait exactement ce que moi je ressentais en présence d'un exogène. Donc il y a des gens qui ont cette faculté-là. De dire qu'ils sont évolués, je trouve que c'est un raccourci un peu court, hein. Enfin, bon, voilà. Donc, je sais pas, mais il y en a qui ont des caractéristiques comme ça, et puis ils sont peut-être pas bons au jardinage, au fait de réparer les voitures. Ok. C'est rien de particulier. Lors de ta première venue sur Dessine TV, nous avions exploré le grand clivage entre deux visions du monde, hein, celle de la Terre-école et celle de la Terre-prison. Aujourd'hui, il y a un nouveau champ de bataille idéologique qui semble émerger et il touche à l'une des questions les plus fondamentales, l'origine de notre créateur, de la source de Dieu, peu importe le terme qu'on choisit. Là encore, le terrain est miné et les divergences profondes. Certains s'appuient exclusivement sur les écrits sumériens, tandis que d'autres restent attachés aux textes sacrés à l'origine des religions abrahamiques. Les Elohim. Oui, d'ailleurs, on en parle dans l'histoire de la Genèse, dans Il était une fois le monde, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la série estivale qui avait eu cet été. Dans ce débat, Marc, ce débat qui divise, hein, on parle de la structure de notre compréhension du réel. Quel est ton positionnement à toi? Alors, moi, je dirais que d'abord, il y a, sur cette planète-là, comme sur beaucoup d'autres, il y a la trace de différentes interventions. C'est un peu un terrain open,
où toutes les races un peu avancées qui ont envie de bricoler, de créer de nouvelles espèces, végétales ou animales, il semblerait que les lois cosmiques n'empêchent pas les gens de faire ce qu'ils veulent dans le jardin global. Il n'y a pas seulement, encore une fois, l'humain terrestre, le corps biologique d'un humain terrestre, c'est pas central. Il faut bien penser que probablement en ce moment même, il y a des types qui sont en train d'ensemencer la planète où nous sommes avec de nouvelles espèces. Une nouvelle espèce d'insectes, de batraciens, tout ce qu'on voudra. Encore une fois, je répète, l'anthropocentrisme, c'est une forme d'ignorance. On n'est pas central. Nous, nos corps biologiques ne sont pas le point essentiel. Les gens ne sont pas venus sur cette planète pour créer à tout prix, dans le seul objectif de créer un humain terrestre. Ça, pour moi, c'est une certitude, ça se discute pas. Parce que pour le coup, j'ai la mémoire. Qui a fait ça? Moi, j'ai mon point de vue. Si je suis venu sur cette planète alors que j'étais sur une autre planète dans laquelle j'avais un corps qui n'était pas humanoïde, contrairement à la fois d'avant où j'avais un corps humanoïde, enfin le cycle d'avant, il faut être un peu taré pour dire que dans le cycle précédent, j'avais un corps de reptilien. Parce que les reptiliens, ils sont quand même fichtrement malvenus dans l'esprit, dans la conscience collective des humains terrestres. Ils ont mauvaise réputation, les méchants reptiliens, tu te rends compte? Enfin, pas pour tous les autres reptiliens de la création, mais nous, enfin moi et mes semblables, il y a donc 40 000 ans, mais il y a plus gentil et plus doux et plus pacifique que nous, ça n'existe pas. Il n'y a aucun humain terrestre qui est moins agressif que nous. Non, mais tu faisais peut-être partie de la 5e colonne, hein. Beaucoup en parlent. Mais globalement. Bon, après, c'est quoi? C'est du folklore alors, tout ce qui est science-fiction, tout ce qui est récit. C'est du racisme cosmique. Non, mais je pèse mes mots. Une des choses qui fait que, pour l'instant, alors il y a de nombreux paramètres qui fait qu'on remplit pas les cases, hein, pour rejoindre les civilisations cosmiques. Enfin, nous, l'humanité globale, on remplit pas les cases. Et une de ces cases, c'est le racisme cosmique. Alors, ils sont gris, donc ils sont méchants. Mais c'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. Moi, j'ai plein d'exemples, on va pas y passer la soirée, dans lesquels ce n'est pas vrai. Hein, et même le contraire. Ils ont même des cas où ils sont plutôt extrêmement gentils. Que les reptiliens, qui d'ailleurs sont pas des reptiliens, enfin dans la situation d'où je viens, on marche debout, hein. Et je me plais à le dire, on marchait debout bien avant que ce qui va devenir un humain terrestre arrête de marcher à quatre pattes. Donc on marche debout, on est intelligent, on est très intelligent, on est très pacifique, on est très studieux, on n'est pas obnubilé par la reproduction sexuelle. Ça, c'est un truc qui frappe quand même quand on arrive ici sur la planète des singes, c'est que en gros 99% de l'énergie des êtres humains terrestres est orientée vers la baise. On est des bonobos. Empire. Oui, non, mais j'essaie de donner le point de vue de quelqu'un qui a la mémoire. Donc, ça nous prenait de temps en temps, nous, quand j'étais donc sur ce que j'appelle SS3. Alors, je fais une parenthèse, j'ai un bon ami d'enfance qui me dit, mais comment ça, SS3, toutes les planètes ont un nom, pourquoi celle-là n'a pas de nom? Je dis, mais, parce que bon, je ne suis pas cassé la nénette. Il y a un système solaire avec trois soleils, donc voilà, bon, j'ai appelé ça SS3. Mais je dis à mon ami, mais tu réfléchis 2 secondes, toutes les planètes ont un nom. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la civilisation dominante sur la planète concernée a un langage articulé, oral. Déjà, faut partir de là. Mais il y a quantité d'êtres qui communiquent autrement. D'abord, ils vont communiquer directement avec ce qu'on appelle les boules de pensée ou des formes de télépathie, de facultés psy. Pour l'essentiel, les gens communiquent comme ça. Mais il y en a d'autres qui vont communiquer complètement différemment. Ils vont émettre des couleurs, par exemple, tu vois, ou des odeurs, ou une combinaison de tout ça. Donc, ça, c'est encore de l'anthropocentrisme. Il faut que les planètes aient un nom, qu'on puisse traduire, même phonétiquement. Mais c'est de l'ignorance, mais abyssale, de ce que sont les civilisations cosmiques. Toi, tu parles de matricule davantage. Mais non, je parle parlant de l'identité absolue, je parle d'une espèce d'harmonie, comme une musicalité, en parlant des êtres. Donc, on reconnaît les êtres à travers leurs différentes apparences par leur musicalité. Hein, voilà. Dans les mondes supérieurs, on les reconnaît pas facilement comme ça, et même dans les mondes inférieurs. Donc, il y a... Bon, ça, c'est des sujets métaphysiques. Si on parle là-dessus, on va y passer toute la nuit. Hein. Mais je parlais du racisme cosmique. Et la révélation, entre guillemets, bon, pour moi, elle n'est pas pour demain, ni pour après-demain, mais un des paramètres, c'est ça. C'est ce manichéisme qui nous fait diviser le cosmos en bon et en méchant. Alors, je vais prendre un exemple qui a été rapporté par... le type qui a écrit le jour d'après Roswell, vous avez peut-être lu ce bouquin. C'est le lieutenant Corso.
Il faut lire cet ouvrage qui est très intéressant. À un moment, le lieutenant Corso, il est responsable d'une base américaine, je sais plus où, et puis il y a un vaisseau qui se pose. Un mec qui a des problèmes techniques avec sa soucoupe volante. Un petit truc. Et donc, lieutenant Corso le rapporte dans ses mémoires, il a écrit, il approche de l'individu qui se trouve pouvoir parler anglais et lui dit « Ami ou ennemi ?» Tiens, ben voilà, ça c'est vraiment un truc terrestre. T'es un ami ou t'es un ennemi? Et le mec, il répond, en anglais, ni l'un, ni l'autre. Si tu te balades au-dessus de la savane africaine et que tu vois une termite, et que par un espèce de mystère, elle arrive à communiquer avec toi et elle demande tu es un ami ou un ennemi de la termitière? J'ai quand même une objection à ça. Tu étais le premier à dire que la termite, en l'occurrence, nous, notre corps, c'est un corps et on est bien plus que ça. Donc, cette hiérarchisation que tu fais par rapport à ces êtres soi-disant supérieurs, bah, c'est pas vraiment le cas, puisque nous, notre conscience est au même niveau, si ce n'est voire dans certains cas supérieurs. On parle quand même de race involutive. Bon, il y a des témoignages comme celui de la Certa qui viennent un petit peu rééquilibrer le dialogue, mais des personnages comme David Icke ou d'autres protagonistes américains qui parlent, qui ont étudié les reptiliens depuis un bout de temps, ont bien montré. On a les humos aussi, les humites, qui ont fait une classification des races extraterrestres. Et bon, à chaque fois, malheureusement, on retrouve les petits gris et les reptiliens embourbés dans des paramètres plutôt négatifs, péjoratifs. Alors, si là, moi, je vais te parler directement. Vous êtes victime de la désinformation d'une agence à 3 lettres. Parce que cette agence à 3 lettres, c'est très bien, par exemple, que la collaboration avec ce que tu appelles les petits gris, elle date des années 60. Elle a commencé là. Et je te parle pas d'hypothèses, ni de trucs que j'ai vus dans un bouquin ou vus sur Internet. Pas du tout. Mes sources, c'est tout à fait autre chose. Alors, David Icke, bonjour. Mais tu parlais de l'affaire Uno. Alors moi, le David Icke, j'avais acheté un tas de bouquins aux États-Unis sur lui, puis quand j'ai commencé à lire ça, les livres m'ont tombé des mains. Mais prenons l'affaire Uno. Il se trouve que mon éditeur, quand j'ai Christelle Sauval, était un spécialiste de l'affaire Unit. Et donc, quand on s'est rencontrés, qu'il a publié mon premier livre, il m'a donné tout son dossier sur l'affaire Unit. Moi, je n'étais pas au courant, je m'étais jamais intéressé à ça. Donc, j'ai potassé le truc. Pour répondre à sa question, qu'est-ce que t'en penses? Alors, bon, mon premier réflexe, ça a été de dire, je n'en pense rien, parce que j'ai jamais rencontré ces gens-là, mais en même temps, j'ai pas rencontré tout le monde, hein. J'ai pas une expertise sur tout ce qui existe dans la création. Mais par contre, il y a des choses qui m'ont choqué. Quand dans leurs aventures scientifiques narrées dans ce truc-là, ils découvrent que je sais plus quel atome qui est lié à l'existence de l'âme, là, j'ai posé le truc en disant, mais c'est du n'importe quoi. C'est totalement n'importe quoi. Je continue avec l'affaire Humit. On a prétendu que ces gens-là ne pouvaient être que des extraterrestres parce qu'ils étaient supérieurement intelligents. Moi, je vais vous dire un truc. Pour moi, l'affaire Humit, c'est un truc monté de toutes pièces par une agence de désinformation américaine. Et d'ailleurs, ils avaient annoncé, ils ont fait un départ en beauté, je crois que c'était pour 2018, ils avaient annoncé une catastrophe économique mondiale. Et je me souviens que j'avais lu ces documents, moi, qui disaient que de toute façon, leurs ordinateurs leur avaient dit que c'était probable à 60% à tel moment, à 80% à tel moment, mais à 100%, ça sera au mois d'avril 2018 ou quelque chose comme ça. L'effondrement mondial de l'économie. Et vous voyez à quel point c'était certain, puisque ça s'est pas produit. Donc pour moi, ce dossier est totalement de la désinformation. Donc ce que disent entre guillemets les humites, ça vaut 0. Mais quel intérêt il y aurait à diaboliser alors ces races? C'est à enfermer les gens dans leur travail. On exploite des choses très basiques pour manipuler les humains terrestres. On exploite leur affect. Une des choses les plus fondamentales chez l'humain terrestre, c'est la peur. Donc, en leur expliquant qu'il y a des gens menaçants, des gens qui sont vraiment terribles, les gris, les reptiliens et Dieu sait qui encore, on les colle dans la peur et donc on les enferme automatiquement. Alors que la vérité, c'est une immense variété, une immense complexité. C'est ça la vérité. C'est comme si tu disais, par exemple, tous les Européens sont des gros tarés. Mais c'est pas vrai. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a, je sais pas combien, 350 millions d'individus, mais c'est pas vrai. Donc tu peux pas dire tous les reptiliens sont comme ci ou comme ça. C'est faux. C'est juste la manipulation. C'est comme cette histoire qui a couru un moment, qui a été, j'en suis certain, créée par des types au coin d'une table dans une agence à 3 lettres, qui est de dire les gris sont nos descendants de l'avenir qui viennent dans le passé pour nous prévenir de trucs. Ça, c'est du bullshit total. David Icke, selon toi, qui a quand même été un des précurseurs, un des
premiers whistleblowers par rapport au Covid, parce que je m'en rappelle encore de l'émission qu'il avait fait à l'époque où il avait donné tout l'agenda à l'avance. Alors peut-être que oui, pour le coup. Mais quel était l'intérêt, encore une fois? Lui, il travaille pour la CIA? Mais ces gens-là sont manipulés. Une des manipulations de base, c'est de prendre un type et de lui dire des trucs vrais et de lui dire des trucs énormes et de dire que tout ça, ça fait un tout. Donc, il va le rapporter comme tel dans un paquet sur lequel il y a des choses vraies qui rendent pas crédible le reste. Mais lui, il se décrédibilise et décrédibilise la chose. Donc, c'est de la désinformation amplifiante. Et ça, c'est des méthodes qui fonctionnent très, très bien. Donc, c'est pas parce qu'on a dit à un type, il y a un agenda sur le Covid, par exemple, et que ça s'est bien passé, qu'il va avoir raison sur tout le reste. Hein, il peut arriver qu'un président de la République française dise de temps en temps la vérité. Et c'est pas parce qu'il dit souvent des mensonges, je ne dis pas qu'il en dit tout le temps, mais bon, peu importe, mais que de temps en temps, il va pas dire la vérité. On peut pas généraliser. De temps en temps, le pire des menteurs va dire des trucs qui tiennent la route. Et de temps en temps, le mec le plus sincère va se faire manipuler. C'est très facile de manipuler les gens. C'est très facile de leur faire croire qu'ils sont des élus, qu'on les a choisis, qu'on va leur donner des informations confidentielles sous le manteau. C'est très facile de les manipuler. Dans plusieurs de tes entrevues que j'ai pu voir, à plusieurs reprises, ou en tout cas de façon séparée, mais plusieurs fois, tu as indiqué qu'il y a des choses que tu pouvais pas dire. Et c'est ton droit le plus légitime. C'est pas que j'ai pas envie. Voilà, tout à fait. La question, c'est, est-ce que, des fois, c'est pas facile à choisir, pourquoi le dire et pas le dire? Est-ce que tu as des indicateurs? Est-ce qu'il y a des choses qui je te dirais pas, parce que ça, c'est la question classique, hein. On essaie de, tu sais, moi, j'ai fait de la négociation longtemps, hein. Tu refuses de répondre à une question, on pose des questions périphériques à la question. Donc, je la connais, la musique, hein. Voilà, tu sais, non, là non plus, non, je me prononce pas. Mais moi, dans ce genre de choses. J'ai compris le truc. Ok. Ah, vous êtes balèze, les gars, mais bon, là, je la connais un peu, quand même. Non, quand je décide de pas dire quelque chose, j'en parle pas. Même à mon épouse. Quand je décide de pas lui dire certaines choses, je lui dis pas. C'est pour te protéger? Même à cette question-là, je répondrai pas. Il y a une chose aussi qui m'a particulièrement intéressé. À plusieurs reprises aussi, tu parles de sucre de miel. Alors là encore, c'est un peu transversal. Tu parles de sucre de miel et la question à l'intérieur de ça, c'est finalement les humains génèrent oui, miel dans leur substance énergétique, oui. Alors la substance énergétique, elle est matérielle, hein. Est-ce que d'autres êtres génèrent d'autres miels, aussi soumis au parasitisme? Alors d'autres êtres, tu veux dire les exogènes? Si on exploite, peu importe les comportements qu'on exploite chez l'humain, pour en faire du miel avec des sucres, d'ailleurs, tu parles aussi de oui, sucre. C'est pareil, c'est le loche que Monroe appelle, enfin, si vous avez lu les bouquins de Robert Monroe, il découvre ça, un peu sur le tard, mais il découvre que l'être humain est mis en culture par des créatures, parasitaires, et qui produisent cette espèce, il compare ça à une vache à lait, hein, le loche. Mais en fait, c'est la matière énergétique, qui est de la matière physique dans un certain état. Est-ce que d'autres êtres subissent oui, bien sûr. ça? Ouais, les animaux vont le subir sur la planète aussi. Alors, c'est beaucoup plus difficile pour les êtres avancés parce qu'ils sont totalement conscients de l'existence de ce monde-là, de cette écologie-là. Et en général, ils ont beaucoup plus de puissance que les humains terrestres. Les humains terrestres, ils dorment profondément et pour beaucoup, ils croient même pas que l'énergie, c'est quelque chose de réel. Donc, oui, s'imagine que c'est de la lumière. On va mourir de rire, hein. Donc, c'est pas du tout de la lumière. Pas du tout ça, c'est de la matière physique dans un certain état. Quand on voyage hors du corps, on est souvent embourbé dans cette matière-là et on voit ce que c'est. C'est vraiment gluant, c'est lourd et c'est casse-pied. Donc, les êtres avancés du cosmos sont au courant, donc ils sont moins parasitables. En général, ils le sont pas trop, non, on va dire, pour le coup, là, ouais. Parce qu'ils savent se défendre et rejeter. Mais il y a rien de spécial, c'est-à-dire que tu vas te balader dans un marécage et tu vas te prendre des sangsues et des moustiques. S'ils y vont, ils vont peut-être se faire attaquer aussi, sauf qu'ils vont se débrouiller pour se protéger, voilà. Alors, sauf que les êtres parasitaires sont capables de modifier notre système de pensée, d'insuffler en nous de la peur, de l'envie, des pulsions sexuelles pour se nourrir de ce qu'on produit à ce moment-là. Notre corps est une usine à transformer la matière epsilon, la matière énergétique. Donc, on peut nous faire produire ce dont ils ont besoin. Donc, j'explique ça longuement dans Ouragan. Justement, Ouragan, ton dernier ouvrage raconte une existence ordinaire étendue sur 30 siècles, traversée par des phénomènes extraordinaires.
Quel message souhaites-tu transmettre en mélangeant la banalité de la vie quotidienne et le surnaturel? Alors, d'abord, il n'y a rien de surnaturel. Moi, je parle d'une normalité. Pour moi et pour beaucoup d'autres, c'est juste des choses ordinaires. Comprenne qui voudra. Moi, j'ai quand même pas mal de gens le bouquin se vend bien. Il y a quand même pas mal de gens qui m'écrivent en disant, mais là, je comprends ce qui m'arrive et je corrobore ce que tu expliques dans le bouquin et qui me racontent leur vie. Donc, ça sert à structurer, pour le coup, ceux qui ont déjà vu ça, leur donner un cadre de compréhension qu'ils avaient déjà, en fait. Donc, ça leur sert à leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Tu écris que ces événements exotiques ne sont fantastiques que par notre ignorance et notre amnésie. Oui, c'est ça. Du point de vue de celui qui se souvient, se souvenir, c'est normal. Et celui qui sait, il sait. Et puis, il n'y a rien de spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial au fait de voir la réalité? Il y a un arbre ici, il est grand comme ci, il est vert. Ah oui, voilà. La réalité, c'est la réalité. Il n'y a rien de spécial. C'est tout. C'est juste se proposer de regarder les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on voudrait qu'ils soient ou les choses qu'on voudrait pas qu'elles existent. Voilà, ce genre de choses. La réalité est la réalité et on ne peut plus normal quand on perçoit la réalité. Justement, la nouvelle normalité que tu évoques, qu'est-ce que cela implique pour notre compréhension de la réalité dont tu parles et de notre propre mémoire? Alors, ça impliquerait déjà de percevoir, il y en a de plus en plus, là je pense qu'il y a une évolution. Je constate depuis les dernières années, il y a de plus en plus de gens qui perçoivent le monde énergétique, même qui le voient, ce qui est pas très difficile, voir la matière epsilon, mais qui peuvent le sentir, le toucher et le manipuler. Donc par rapport à il y a 20 ans, il y a quand même quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est une révolution? Probablement pas, mais c'est aussi traditionnel dans l'humanité terrestre. On parle du ki, du chi, ça a été, l'énergie vitale, ça a été le prana, ça a été tout ça c'est la même chose. Donc, c'est une redécouverte de ce que plein de gens connaissent. Alors, c'est dans le Kriya Yoga, il y a ça aussi, dans les Védas, ils en parlent aussi. Bon, voilà, chacun avec son petit vocabulaire, mais tous ces gens-là parlent de la même chose. Il semblerait que dans les civilisations, on retrouve ce qu'on a toujours su, encore une fois. Donc, c'est des cycles de, j'oublie et je me souviens. Voilà. Donc, la nouvelle normalité, c'est de retrouver nos facultés normales. Pour tout un tas de gens, communiquer avec la nature par le biais du champ d'énergie, tout à fait normal. Communiquer avec les éléments, apprendre quelles sont les plantes qui vont te soigner, se connecter avec les animaux par le champ d'énergie, c'est tout à fait normal. Il y a plein de gens qui peuvent le faire, ça. Les civilisations traditionnelles le font et trouvent ça tout à fait normal. Il y a aucune difficulté pour ça. On a simplement, nous, occulté ça pour une espèce de scientisme qui méprisait ce que ces civilisations-là connaissaient depuis longtemps. Mais on se gourre simplement. Mais on a les moyens technologiques maintenant d'avoir des preuves de tout ça. Il y a des gens qui ont fait des travaux qui ont montré que c'était réel. Justement, tu abordes des technologies révolutionnaires, des gens en possession d'une élite et d'autres à venir. Peux-tu nous en dire plus? De quoi tu parles à travers ces innovations technologiques? Alors, on parle souvent des medbeds. Quid des medbeds? Parce que si cette technologie existe, c'est les médicaux qui nous permettraient un petit peu, à l'image d'Elyséum, de nous guérir en 10 minutes à peine. On s'allonge et ça y est, hop, tous nos organes sont reconstitués, régénérés. Sur le coup, c'est pas impossible, même si je sais pas de quoi il s'agit. De recalibrer les cellules pour qu'elles fonctionnent normalement, ça n'a rien d'insensé, ça. Est-ce que ça existe maintenant? J'en sais rien. J'ai pas d'informations là-dessus. Quand je parle des technologies avancées, je parle de ce que les Américains, les programmes secrets ont développé à partir des années 60. Et j'invite à nouveau à lire le bouquin du lieutenant Corso, dont il est question d'ailleurs dans le rapport Cometa. J'ai des éléments qui montrent que ce qu'il raconte est vrai. On a hérité de technologies parce qu'on a récupéré des trucs. Et donc, il y a de la rétroconception et les puces au silicium viennent de là, par exemple. Il y a des choses qui ont été livrées dans le grand public, c'est-à-dire au reste de l'humanité, et des choses qui ont été gardées par les programmes secrets. On sait que les programmes secrets ont détourné des sommes considérables du budget fédéral américain pour financer leurs recherches. Et donc, ils ont maîtrisé les technologies de déplacement extraterrestre, l'antigravité, tout ça. Oui. L'antigravité, encore une fois. Oui, bien sûr. Bien sûr, depuis plus de 50 ans. Et on reste aux énergies fossiles, c'est pas une honte. Ouais, moi, je commence à en avoir marre d'entendre tout ça, très sincèrement. Et on est encore dans une situation archaïque. Et visiblement, parce qu'il n'y a pas que toi qui en parle, vous avez tous vos divergences, bien entendu. Et on donne la parole à toutes les philosophies, tous les points de vue différents sur ce média. Mais visiblement, il y a un point de convergence, c'est sur le fait que les technologies sont là. Et on est dans de l'obsolescence ultra programmée. Bien sûr, c'est évident, ça. On nous donne des miettes, en fait. On est des gueux. Alors, il y en a marre. Ouais, c'est ça. Il y en a marre. C'est vrai, mais ça ne durera pas toujours. Les choses changeront dans un siècle, 2 siècles. Ça, progressivement, il y a des choses qui vont apparaître. Et vous allez voir des innovations majeures dans les prochaines années.
quand tu vois ça, tu ressens l'étonnement quand tu vois des technologies, j'imagine, incroyables. Est-ce que quand tu les vois pour la première fois, je sais pas, ou dans Je connais, moi, je connais un certain nombre de trucs. Donc, moi, ce qui me paraît étrange, c'est de prendre un avion et de passer 10 heures dans un avion pour aller en Amérique. Moi, je trouve ça insupportable, et depuis très longtemps. C'est plutôt ça, la souffrance de se trouver dans une civilisation technologiquement très, très peu avancée. Je sais pas ce que ça vous fait, vous, mais vous vous rendez compte, hein, on se traîne dans un avion, ça n'avance pas. Dans Ouragan, le récit, alors ce fameux récit de 30 siècles, ça donne l'impression que la temporalité humaine est bien plus fluide qu'on ne le croit. Ouais. Selon toi, pourquoi il est si important de revisiter le passé en étendant notre regard sur des époques très lointaines? Moi, je dis pas que c'est important, je dis que c'est ce qui m'est arrivé, parce que j'ai pas demandé, a priori, enfin, si, sauf que j'ai demandé, c'est mon plan personnel, mais les choses sont pas arrivées parce que j'ai demandé après ma naissance. Donc la remémoration de mes vies passées est arrivée de manière spontanée. Crois-moi, dans un contexte dans lequel personne n'en parlait autour de moi, hein, ni dans la presse, il n'y avait pas Internet et compagnie, parce que évidemment, je suis pas né au XXIe siècle. Donc tout ça, je le gardais pour moi. Et quand j'ai commencé à parler de ça, j'ai eu droit au psychiatre. On t'a mis une expertise sur le dos? Oh, ma mère m'a emmené voir un psychiatre. Oui, bon, après, cas classique, hein, j'ai envie de dire, non, récurrent, dès lors non. qu'on sort du cadre. Ah oui, mais là, pour le coup, ouais, mais là, j'ai eu de la chance. Parce que le type était au courant de ce que je racontais. Donc, il a dit à ma mère, il n'y a pas de problème. Il faut avoir de la chance aussi dans la vie. Donc, j'ai pas été emmerdé du tout là-dessus. J'avais 16 ans, hein. Donc, j'ai pas été embêté du tout là-dessus. Et encore, bon, j'avais préparé l'enfumage du psychiatre au cas où. Je pensais que j'allais l'enfumer. Mais, ouais, se souvenir de ses vies passées, ça, c'est... je pense que c'est une question de plan d'incarnation spécifique. Parce que dans ma vie précédente et dans ma vie d'avant, bon, je m'en souviens quand même de pas mal, enfin, par rapport à la moyenne des humains terrestres, environ 20 vies sur Terre et 2 existences longues sur d'autres planètes. Pour l'instant, ma mémoire s'arrête là et déjà, ça me suffit, hein, avec quand même beaucoup de détails. Donc, j'ai même pu retrouver les endroits où j'ai vécu, précisément, sur Terre. C'est un plan spécifique, je dis pas que tout le monde doit se souvenir. Manifestement, c'est une planète où dans le corps biologique, enfin le corps humain biologique, est pour l'instant pas vraiment préparé à ce genre de choses. La plupart des gens sur SS3, par exemple, vont se souvenir avec beaucoup de détails des incarnations passées, y compris dans d'autres civilisations et dans d'autres formes biologiques. Donc ça, c'est ordinaire. Sur la Terre, c'est une des planètes dans lesquelles les humains terrestres sont pas très avancés, et donc pour l'instant, ils vont se focaliser sur le plus simple, c'est-à-dire ce qui leur arrive depuis le début de leur vie biologique, et encore, ils perdent souvent la mémoire des premières années, par exemple. Est-ce que tu te souviens quand tu avais 1 an, toi, par exemple, Rudy? Et si cette amnésie n'était pas plutôt un plus, un bonus volontaire? Quand on se réincarne quelque part, c'est intéressant de ne pas... Si on se rappelle de tout, il n'y a plus aucun challenge. Alors là, pour le coup, c'est le contraire, hein. C'est beaucoup plus compliqué quand tu te rappelles de beaucoup de choses. Donc non, c'est des plans personnels. Je dis pas qu'il y a un plan qui est mauvais ou un plan qui est meilleur qu'un autre. Il y a 8 milliards d'êtres humains sur la planète, il y a 8 milliards de plans différents. Moi, le mien, je le connais. Le tien, je connais pas, et le tien non plus, Jérémia. Donc le meilleur plan pour vous, c'est ce que vous avez choisi, hein. Si vous avez pensé que ne pas se souvenir de vos vies passées pour cette vie-là, c'était bien, c'est parfait. Moi, ça me va très bien. Dans ton ouvrage, quel rôle jouent les voyageurs hors du corps ou les expérienceurs de conscience élargie dans la construction de cette mémoire oubliée? Alors, une des choses qu'on observe, c'est que plus une personne voyage hors du corps, c'est-à-dire quand il cumule des heures de vol, en quelque sorte, il va réaccéder petit à petit à sa mémoire, qui il est en réalité. Donc, au fil des voyages, il va commencer à avoir des éléments de son existence avant la naissance, et également de ce qu'il était dans d'autres civilisations, voire dans d'autres dimensions, avant même de prendre un corps biologique, parce que on s'incarne pas toujours dans des corps biologiques. On peut s'incarner, entre guillemets, s'associer à des corps de nature supérieure. La perspective s'élargit au fur et à mesure où on retrouve la mémoire. C'est un peu comme si on passait d'un univers d'une bulle de 1 mm3 à un ballon, puis à un truc grand comme un océan, puis ensuite le cosmos entier. Là, on voit que on est hyper concentré, on est hyper focalisé dans un tout petit univers quand on est incarné naturellement dans un corps humain terrestre, et qu'on éclaire juste autour de soi. C'est un peu comme si on cherchait quelque chose, mais à condition que ce soit à 1 mètre de nous. On est fasciné par ce qui nous entoure dans l'immédiat. C'est l'expérience terrestre. Elle est, si on la caractérise d'une manière générale, elle est assez proche de ça. Et c'est pas non plus la règle universelle. C'est-à-dire qu'il y a des bons nombres de civilisations où les individus ont une conscience beaucoup plus large que ça.
Si on fait des sorties de corps spontanées, est-ce que c'est un signe qu'il faut aller fouiller par là ou c'est... C'est bien. Si tu fais une sortie de corps spontanée, moi, vraiment, le truc que je te conseille, au lieu de paniquer, parce que plein de gens paniquent, tu commences par te barrer. Tu t'éloignes, parce qu'il y a plein de raisons qui fait que si tu restes trop près de ton corps, tu vas être réabsorbé par lui. C'est 2 aimants qui vont se coller, en grosso modo. Donc, tu commences par te barrer, ensuite, tu explores. Mais tu découvres par toi-même. Moi, j'en suis plutôt à la colle, mais... Ok, on verra ça lors de notre atelier, parce on va pas... Mais tu te retrouves hors du corps, tu te barres le plus loin possible et tu regardes et tu explores tout ce que tu peux. Mais tu commences par te barrer le plus loin possible. Tu restes pas dans la chambre pour regarder ton corps. Tu fais pas ça. Parce que tu as un danger de réintégration hyper rapide. Et donc, tu as fait ce qu'on appelle une sortie de gland. Un gros gland. T'es un gros gland. C'est-à-dire, tu aurais pu faire 100 000 kilomètres et puis tu as fait 2 mètres. Voilà. Donc, alors qu'il suffit de te barrer. Même si tu sais pas comment faire, tu vas passer à travers le mur et tu vas te retrouver loin. On va arriver un petit peu vers la fin de l'émission. Il reste encore énormément de questions. Notre émission traite de divulgation OVNI et de l'impact géopolitique des phénomènes exogènes dans Ouragan. Sens-tu que ces phénomènes invisibles ont une portée plus vaste, comme une sorte de pivot géostratégique ou un pivot civilisationnel, par exemple? Mais ils sont pas invisibles du tout. Ça, moi, c'est un truc qui passe pas dans mon mental, ça. Mais non, c'est pas du tout invisible. Aux yeux de la majorité, alors, on va dire. Oui, bon, d'accord, mais quand la majorité, quand chaque individu de cette majorité visite ces réalités-là, c'est pas du tout invisible, c'est pas du tout intangible, c'est hyper visible, c'est hyper tangible, c'est hyper réel. Donc c'est ça que je veux dire, c'est pas par nature impalpable et invisible. C'est simplement qu'on a détourné notre regard et qu'on a choisi de se focaliser sur la matérialité, par exemple. Voilà. Mais l'énergétique, je vais raconter une anecdote, j'aime bien les anecdotes. Je suis allé en Guyane il y a quelques années et je me suis, entre guillemets, je crois que c'était avant, non, c'était après que j'ai commencé à faire des formations de voyageurs du corps. Mais là, j'ai voulu faire une formation énergétique. Et j'ai pris tous les gens qui voulaient assister à cette formation-là. Ça a duré, je crois, 3 jours. Et je me souviens qu'à la fin de la première journée, il y a 2 types de Guyane, 2 grands blacks, mais des colosses, genre 2 mètres de haut, 120 kilos, qui viennent me voir très gentils en disant, écoute, Marc, nous, on sent rien du tout, on est désolé, ça nous fait chier, mais on sent que dalle dans tout ce qu'on fait. Et à la fin du truc des 3 jours, ils viennent me voir les 2 en disant, comment on se débarrasse de ça, on n'en peut plus. On est rentré chez nous, on sentait tout. Donc, la barrière entre ne rien capter du tout et en fait commencer à percevoir même de trop et de pas savoir comment gérer, elle est très très fine. C'est assez facile de récupérer des facultés normales. Et après, on va apprendre à les gérer, mais c'est juste un exemple, et j'en ai d'autres comme ça, où c'est pas si difficile que ça. On n'a pas quelque chose à gagner. On a à perdre une espèce de handicap qu'on a fabriqué par notre mental ou par la culture ambiante. On s'est laissé faire par la culture ambiante. Voilà. Et qui nous a dit ça n'existe pas. C'est comme ça qu'à force de ne pas exister, il y a un ovni qui passe devant toi et tu le vois pas. Parce qu'il y a un système de censure, tout simplement. Et ça n'est pas possible, ça ne peut pas exister, donc ça n'existe pas. Et je ne le vois pas. Chez beaucoup de gens, ça se passe comme ça. Alors, tu vas pas apprécier ma dernière question par rapport à Ouragan. J'allais te demander ce récit romancé, presque mythologique. Est-ce que tu penses qu'il peut contribuer à la divulgation, qu'elle soit exogène ou technologique? Est-ce que tu penses qu'il peut être accueilli, compris ou même exigé par les citoyens? Parce qu'on revient au début de l'émission, 2027, la prochaine échéance électorale. Je vais te répondre. D'abord, il n'y a absolument aucune romance, aucune invention, aucune science-fiction dans Ouragan. Les choses sont racontées telles quelles. Bon, évidemment, tu le sais, j'insiste bien là-dessus. Et c'est très pragmatique, c'est très daté aussi. Voilà, bon, et encore, j'ai trié. Pour moi, ça fait partie des traits de caractère affectifs des humains terrestres qui attendent des moments spéciaux. On a toujours tendance à penser que le moment qu'on vit en ce moment est spécial. Alors, tout simplement parce que c'est notre moment présent. Mais j'imagine que le type qui avait 20 ans en 2014 en France, il a trouvé que le moment était bien, en 1914, pardon. Il a trouvé que le moment était un peu spécial aussi. Parce que la grande boucherie allait commencer, il y a participé.
Hein. Ouais. J'imagine que le type qui a assisté, je sais pas, au pillage de Rome par les sauvages de Germanique, il a trouvé que le moment était spécial, une civilisation tellement avancée, tellement installée, qui a été saccagée par les Visigoths ou quelque chose comme ça. Donc, quand tu as la mémoire, tu te rends compte que, en fait, c'est ton moment présent que tu trouves spécial. Et tu vas trouver spécial, par exemple, si moi j'ai été nomade en Mongolie sur une très longue vie, et mon spécial, c'est quand j'ai eu un enfant, par exemple, la première fois. Mais c'était pas comme une élection présidentielle, c'était 100 fois pire, 100 fois plus important, 100 fois plus fort. Tu comprends? Parce que ça signifiait tellement de choses. Alors qu'une élection d'un homme ou d'un groupe politique à la tête de la France, honnêtement, qu'est-ce que ça va peser sur ta vie réellement? Qu'est-ce que tu souhaites que ça fasse? Mais regarde bien ce que ça va faire. Non, mais après, il y a aussi un contexte temporel, cyclique. On arrive en fin de cycle. Ah bon? On parle beaucoup. Ah bon? Oui, qui dit ça? On a beaucoup de gens. Ah, beaucoup de gens. Ah ouais. Alors, j'accroche pas du tout à ces histoires de cycle, moi. C'est plutôt spéculatif par rapport aux années, aux dizaines d'années près, j'ai envie de dire, pour certains au siècle près, mais on arrive quand même en fin de boucle, non? Ah non. Dans l'ère du Verseau, tout ça, ça te parle pas? Pas du tout. Le Kali Yuga? Pareil. Ça, moi, ça me touche pas du tout. Non plus? Non. Ouais. Bon, c'est dans ce sens-là que je posais la question. Dernière question pour ma part, et je laisserai la parole à Jérémia pour qu'il puisse conclure aussi par rapport à ce qu'il voudrait te demander. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent pour affronter les années à venir? De regarder la réalité en face le plus possible et que chacun prenne ses responsabilités au mieux qu'il le peut. C'est-à-dire que ne pas attendre des autres ce qu'ils peuvent exécuter eux-mêmes. Et au besoin, ils peuvent se regrouper, effectivement, s'ils ont besoin de faire un travail en commun. Mais je pense que le fait de pas détourner son regard de la réalité, c'est une première base, et ensuite d'agir de manière responsable. Et j'aurais tendance à rajouter de manière éthique aussi. Voilà. Donc, j'ai pas de conseils à donner. Moi, pour le coup, chacun se débrouille comme il veut. Déjà, tu sais, moi, j'ai eu des enfants très jeunes. Hein. Je me suis rendu compte que les conseils, bon, voilà. Et ça valait pas grand-chose. Mais bon, tu peux donner ton point de vue. Et puis, les gens font ce qu'ils veulent. Et ils ont raison de faire ce qu'ils veulent. Parce que ton point de vue, c'est ton expérience, c'est ta vision des choses. Et elle n'est pas universelle. C'est pas la parole de l'évangile, comme on dit. Hein. Donc, voilà. De toute façon, d'une manière assez générique, regardez les choses telles qu'elles sont, et non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Ne pas croire ce qu'il y a sur les écrans, de moins en moins, ni ce qu'on voit, ni ce qu'on écoute. À commencer par ce que je dis moi. Je dis pas que c'est faux, hein. Je dis que la pulsion qui nous fait croire un type qui parle sur un écran est extrêmement déresponsabilisante. Moi, je vous dis, ne croyez rien de tout ce que je vous raconte, testez-le vous-même. Si vous le testez pas, ça n'est pas réel pour vous. Ok ? Donc, croyez de moins en moins ce que vous voyez sur les écrans, là, parce qu'il y a l'IA, il y a tout ça maintenant, ce que tu appelles l'IA. On peut recomposer des images. Deepfake à gogo. Ouais, voilà. Donc, comment faire le tri ? Bon, utilisez votre intelligence et un peu moins l'affect. L'affect qui nous fait, par exemple, imaginer qu'il y a des dates symboliques, des chiffres magiques, il y a des sauveurs qui vont arriver. Mais si tu prends les élections présidentielles en France, tu peux me dire qu'il y a le sauveur derrière ce qui se passe actuellement. Moi, j'en discutais avec un ami à moi ce matin. C'est chaud quand même. Hein. Bon, voilà. Donc, souvent, ce qu'on a, moi, je fais part de mon expérience terrestre, je vous fais part à tous les deux de mon expérience terrestre. Souvent, dans une période comme ça, où on estime qu'on a touché le fond, on n'a pas encore touché le fond. Donc, ça se trouve, on aura une plus mauvaise situation après coup. Merci pour cette touche optimiste. Je dis que c'est classique. Moi qui ai vécu un bout de temps quand même, ça fait un bout de temps que je suis là, et que j'ai la mémoire, je peux vous dire, ne pensez pas qu'on a touché le fond. On n'en sait rien. On le sait après. Et il y a aussi une chose à laquelle je me permettrai d'insister, ne croyez pas aux prophéties. Elles ne se produisent jamais. Jamais. C'est pas compliqué. Y compris aux prophètes économistes. Hein. Voilà. Les prophéties politiques, les prophéties religieuses, les prophéties des extraterrestres. Mais je voulais en parler 2 secondes là. Combien de fois ces gens-là nous ont menti ? Il n'y a qu'à reprendre le témoignage des abductés depuis les années 60, depuis les premiers abductés, le couple mixte là qu'on avait aux États-Unis, où on leur a raconté une histoire qui s'est pas produite avec des échéances de fin du monde pour 1980, 1995, 2005, etc. Rien de ce que ces gens-là nous disent ne se produit quand on parle de prophétie.
Alors, soit ils aiment bien se foutre de notre gueule, soit ils veulent qu'on se bouge le cul. Ou soit autre chose, j'en sais rien, mais bon. Mais regardez bien les prophéties transmises par les gens qui sont en contact avec, je sais pas, les Pléiadiens, les frères de l'espace et tout ça. Il n'y a rien qui se produit comme prévu. Rien. À commencer par les Zumos dont on parlait tout à l'heure. Rien de ce qu'ils ont dit ne s'est produit. Eh bien, écoute, Marc, tu viens de répondre à ma question avant que je la pose, en réalité, puisque c'était un petit peu le but. C'était, est-ce que tu avais une note positive dans un monde qui paraît s'effondrer et être proche de l'apocalypse? Ah non, Bon, non, non, on est pas, d'après moi, on n'est pas proche de l'apocalypse. Moi, je suis très content d'être là. Je trouve que les temps sont intéressants. Je suis content de vous connaître tous les deux, des gens vraiment sympas. Bah, c'est réciproque. Voilà, donc je m'éclate moi ici, comparativement à beaucoup de vies que j'ai vécues sur Terre où je suis mort très jeune, d'aller dans la souffrance. Franchement, là, ça se passe très bien. Enfin, en tout cas jusqu'à présent. Donc j'ai fait un bon bout tranquille. 0,01% l'expérience de la réalité, paru en 2013, son premier ouvrage majeur où il aborde notamment la sortie consciente du corps, la clairvoyance, les visites extraterrestres et les gestionnaires, un appel à vivre sa propre expérience de la réalité au-delà des systèmes de croyances traditionnels. On a également Fragment d'éternité, Vous pour toujours, qui est paru en 2022. Là, on parle d'une sélection de ses écrits publiés entre 2015 et 2021 sur les réseaux sociaux, mêlant exploration de la conscience, voyage dans d'autres univers et réflexion psy. Et pour finir, le petit dernier, Ouragan, paru cette année en 2025, un livre beaucoup plus récent, de fait, également traduit en anglais et en roumain, publié en auto-édition via Vajra Productions. Merci Marc d'avoir été présent parmi nous. Alors on rappelle aussi qu'on va avoir un atelier. Alors l'atelier, c'est le 5 octobre. C'est la première fois que Marc s'exerce à faire ce genre d'action. Eh oui, je suis content, je suis fier de moi et ne loupez pas le coche justement. Si vous voulez être en direct avec moi et Marc, ce sera. Et puis alors Jérémia, si tu veux venir aussi également, le dimanche 5 octobre à 15h. Donc les liens pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, allez sur le site amdessine.com dans la rubrique atelier formation ou directement sur la chaîne YouTube également, c'est un peu partout. Tu me permets de rajouter quelque chose, il y a également une conférence avec mon ami Shradalou, on a organisé ça il y a peu de temps, qui aura lieu le 11 et 12 octobre, une conférence et ensuite un atelier. Shradalou qui vient de, je sais pas si vous connaissez, mon ami Shradalou, c'est un Indien, on va dire un maître, un enseignant spirituel très calé sur les Védas, sur le yoga intégral, le Sri Aurobindo également. Donc c'est un ami proche maintenant. On s'est rencontrés psychiquement. D'accord, et ça se passera où? Ça se passera dans un château qui s'appelle le château de Chapeau Cornu, ça s'invente pas, qui est situé à peu près à mi-chemin entre Lyon et Grenoble, au milieu alors il reste plus beaucoup de place parce qu'on a lancé ça il y a quelques jours, mais pour ceux que ça intéresse, il reste une vingtaine de places, enfin, pour tout. Mais enfin bon, voilà ça. Empressez-vous d'aller sur le site de Marc. J'imagine, est-ce qu'on a une adresse pour le site internet Oui, marcoburn.com. marcoburn.com, Marcoburn, ça se touche. Il n'y a pas de point. Merci beaucoup. Jérémia, les carnets de Jérémia, c'est la chaîne YouTube de mon ami qui est venu m'accompagner pour cette première de la saison 4. Merci Jérém d'avoir été avec nous. C'est vraiment super. Alors on a eu des problèmes techniques, bien sûr, comme d'habitude. Technical evil difficulties, comme dirait mon ami Cyril. Ça a été très très fastidieux pour la faire cette émission. On a fini sur StreamYard alors qu'on était comme d'habitude sur OBS. Bon, ça s'est passé bien finalement. Eh bien, écoute, je te remercie de m'avoir sollicité. J'ai vraiment beaucoup apprécié, déjà de te regarder, Marc, de t'écouter depuis pas mal de semaines, en réalité, de voir qu'en réalité on a des traits de caractère. Moi aussi, je suis plutôt quelqu'un qui est dans l'expérience. Donc vraiment, il s'est passé plein de choses depuis une semaine et demie, 2 semaines que je t'écoute attentivement. Et voilà, fidèle à toi-même, j'ai passé une excellente soirée. www.amdessine.com, vous connaissez le nom de la plateforme, il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de visites quotidiennes. Si vous recherchez des thérapeutes à proximité de chez vous, vous connaissez l'adresse, le magazine, etc., etc., etc. La saison commence, on a des invités triés sur le volet. Attention, beaucoup de gros cadeaux vont arriver dans les semaines à venir. Restez branchés, à très bientôt. Ciao, bye.